Bonjour, je m'appelle Émile Lafrenière et je suis l'auteur de La Chute d'Avost, je le tiens à l'envers, un roman que vous avez entendu presque aux trois quarts jusqu'à maintenant. Donc voilà, on approche de la fin, j'espère que vous avez aimé les personnages, l'univers et ce petit côté, ce mélange entre la magie et roman d'enquête que j'ai mis tout au long du récit. Donc c'est ça, c'est mon premier roman publié en 2018 et j'ai continué depuis ce temps-là à travailler cet univers-là, à faire évoluer les personnages dans une suite notamment qui s'appelle L'étincelle sombre, qui se déroule 7 ans après celui-là. Donc voilà, on comprend mieux les conséquences politiques des choix des personnages et comment ça va influencer l'univers pour les années à venir. Mais je vous vole pas de punch, je vous laisse écouter ça. Donc bonne écoute, merci. Chapitre 11. Au même moment, à l'autre bout de la ville, la salle de réunion du commissariat d'Avost était comble. Une dizaine de policiers équipés d'une armure de métal tenaient fermement leurs mousquets, tous penchés sur la table de conférence sur laquelle était posée une carte de la ville. Ambre et Gall expliquaient l'opération qu'ils avaient passé la journée à planifier, jusque dans ses moindres détails. Le premier convoi partira à 2 heures et sera composé de 4 d'entre vous. Le commissaire Gall et moi-même serons avec 223 dans le deuxième fourgon. 30 minutes derrière, s'il y a la moindre souci, votre sergent sera équipé d'une fusée de détresse qui nous indiquera votre emplacement. Cyril Martin s'avança, le dispositif entre ses mains. J'ai mis beaucoup de travail sur ces petites merveilles, alors n'en faites usage que si vous êtes à 2 doigts de la mort. C'est bien clair? Les officiers baissèrent la tête, intimidés par l'aplomb du scientifique. Gall leva les yeux au ciel et s'avança pour prendre la parole. Officiellement, chacun de nous est chargé de transférer 223 à la prison de Girgarde. Et pas officiellement, coupa l'un des policiers. Pas officiellement. Le premier véhicule sert à indiquer le chemin le plus sûr et à servir de leurre en cas d'attaque de la mangouste. Oui, ajouta Ambre. Nous pensons qu'il pourrait tenter de libérer le colis. Et avec ces nouveaux meurtres, nous ne voulons prendre aucun risque. Cette opération doit réussir. La sécurité de la ville en dépend. Tous répondirent d'un hochement de tête silencieux mais sincère. Les membres du premier fourgon avaient le teint pâle et le visage atterré. Néanmoins, tous savaient que si nécessaire, leur sacrifice serait honorable. Gall donna un léger coup de coude à Ambre, celle-ci comprit qu'il fallait évoquer l'éventualité d'une attaque. Si jamais votre carriole est prise d'assaut par la mangouste, la défense est la priorité. Si possible, nous voulons avoir des prisonniers vivants pour connaître leurs prochaines intentions. Mais cela ne doit jamais se mettre à l'encontre de votre propre sécurité. Pensez à vos familles, pensez à votre ville, nous sommes en guerre. L'analyste se surprit elle-même à utiliser ce terme qu'elle jugea malgré tout de mise. Nous sommes peut-être du mauvais côté de cette guerre, maugréa l'un des policiers. Pardon, dit Gall. Le groupe se tourna alors vers la voix de l'officier Flynn au fond de la pièce. Je dis que peut-être que la mangouste essaie de nous aider. Peut-être que nous ne devrions pas permettre à des mages d'appliquer notre loi. C'est contre nature. Les autres patrouilleurs s'échangèrent plusieurs regards gênés. D'autres semblaient partager ce point de vue, observa Ambre. Après 10 ans de métier intègre, Flynn était devenu un modèle pour beaucoup de policiers. Gall fronça les sourcils. Il devait montrer qu'il ne pouvait pas permettre de tels élans d'insubordination. Quelques murmures vinrent brouiller la conversation jusqu'à ce que le commissaire reprenne la parole. Et alors? Je n'aime pas les mages plus que vous. Flynn. Mais la mangouste a fait son choix lorsqu'elle a tué nos citoyens, lorsqu'elle a flambé Buckins et fils. Je ne regarderai pas Avost sombrer dans la peur à cause de mes idéaux. Si votre égoïsme pleurnichard vous empêche de remplir votre devoir, rendez-moi votre badge et sortez d'ici. Quoi? Vous m'avez bien compris. Flynn était bouche bée. Son regard interdit chercha l'assistance de ses collègues, mais trouva peu d'appui. Déboussolé, il retira son insigne et la posa sur la table, d'un geste lent, comme s'il espérait que Gall change de vie à la dernière seconde. Il n'en fut rien. Le métal du badge tinta contre la table, et Flynn fusilla son supérieur des yeux avant de déserter la salle de réunion. « Quelqu'un d'autre a quelque chose sur le cœur? » demanda le commissaire. Le temps s'arrêta, un instant. Le groupe entier était en sourdine. « Très bien, reprit Gall. Alors à vos voitures, nous procédons comme prévu. » Le commissariat bouillait. Au pas de course, une dizaine d'officiers sillonnaient les couloirs qui
qui les séparait de la cour où 2 carrioles blindées attendaient sous les flocons. On s'occupa de charger les fourgons de munitions et de fusils supplémentaires, prêts à être utilisés contre de potentiels adversaires. Ambre terminait d'enfiler une armure de cuir par-dessus son uniforme, puis rejoignit le groupe. Elle s'assura que le premier véhicule était complet et fit quelques dernières vérifications sur l'itinéraire avec le conducteur avant de leur donner le feu vert. Le portail grillé du commissariat s'ouvrit quelques secondes plus tard. La première voiture, tirée par 2 chevaux, quitta l'enceinte de la cour et entama son périple. « Prochain départ dans une demi-heure, » annonça Ambre. « Allez chercher 223 et chargez-le à l'intérieur. »« Bien, madame, » répondit l'officier Barnes avant de s'exécuter, suivi de l'un de ses collègues. Gall s'approcha d'Ambre. Maladroitement, il posa sa main sur l'épaule de l'analyste, qui sursauta presque. Le commissaire évita son regard et balaya les lieux de ses yeux de droite à gauche, comme s'il cherchait les mots qu'il allait employer. Elle pensa tourner ce moment de sincérité en dérision, mais vit le regard inquiet, voire perturbé du vieux policier. Il ne s'agissait pas d'une blague. « Qu'est-ce qui se passe, commissaire? » Il ôta sa main, faisant dévier ses yeux vers la pellicule enneigée qui recouvrait la cour. Il porta sa main à sa ceinture et en retira un pistolet qu'il tendit à Ambre. « J'ignore ce qui va se passer ce soir, mais je veux que vous fassiez attention à vous, Magellan. » Ambre accepta l'arme dans le silence et la fixa un instant. Elle avait eu un cours de tir rudimentaire au magistère, mais n'avait jamais eu à se servir d'un tel engin contre des cibles vivantes. « Vous avez 3 munitions, dit Gall. Si le pire devait arriver, ne les gaspillez pas. Dans le feu de l'action, vous n'aurez probablement pas le temps de recharger. » Une fois de plus, Ambre aurait eu le réflexe de rétorquer d'une pointe désobligeante, mais elle pouvait sentir que le moment n'était pas propice. Elle n'avait pas de mots devant l'attitude soudainement sobre de Gall. Sans rien ajouter, d'un mouvement solennel, celui-ci fit demi-tour pour ensuite aller rejoindre le conducteur du fourgon en avant. En jetant un dernier regard à Ambre, un sourire en coin sur les lèvres. Un long frisson parcourut l'échine de l'analyste. Elle comprenait alors que le commissaire anticipait la probabilité de ne pas revenir de ce voyage. L'analyste contemplant pour la première fois le concept de la peur d'une mort imminente. Ambre inspira profondément et chassa ses pensées de sa tête. Après tout, elle n'était pas encore morte, et pour l'heure, il devait amener 223 à Girgarde afin d'éviter une guerre civile. Cela importait davantage que sa propre vie. Elle monta à l'arrière de la voiture et s'assit sur l'un des bancs. Tenant fermement le pistolet dans ses mains, elle évita le regard de numéro 223, tandis que 2 policiers montaient à l'arrière avec lui. Gall et le conducteur furent rejoints à l'avant par le lieutenant Reed. Mais le commissaire l'insulta et l'incita à monter à l'arrière de la place. À la place. À seulement 5 policiers et une analyste mal formée au combat, il devait espérer que le fourgon passerait inaperçu. Reed se posta au fond de la voiture et pointa le râtelier d'armes qui s'y trouvait. « Mousquet à longue portée, » expliqua-t-il. « C'est noté, merci, dit Ambre. Espérons que nous n'aurons pas à nous en servir. » Sans tarder, il était déjà sur la route en direction de la prison. Quelques minutes après leur départ, Ambre ne pouvait s'empêcher de scruter ses collègues. Ce n'était pas de l'instabilité de la voiture qui les rendait fébriles. Non, elle pouvait lire la crainte qui imprégnait leur visage, comme on lisait dans un livre. Léocard, de son côté, était d'un calme impérial. Il regardait le sol avec des yeux vides, presque sereins. Cette simple mimique était suffisante pour alimenter l'irascibilité de l'analyste. Essayant de l'ignorer, elle fouilla dans son sac pour en extirper la carte de la ville qu'elle examina un instant. « Nous allons bientôt passer Swan et Ducaire, dit-elle. S'il y a un point idéal pour une embuscade de la mangouste, c'est celui-là, alors restez sur vos gardes. » Les patrouilleurs acquiescèrent timidement, faisant leur possible pour conserver leur sang-froid. Assis entre Barnes et un autre policier, Léocard colla son menton contre son torse pour masquer un sourire. Elle le considéra, les yeux noirs de colère. « Quelque chose vous amuse, 223 ? Moi, pas du tout. » Alors lavez cette expression de votre visage. Il y a eu une pause. Léocard redressa sa tête pour faire face à Ambre.
Il avait troqué son amusement pour l'air le plus sérieux du monde. « Mes hommes ne sont pas des assassins. Vous pouvez arrêter de vous faire les cheveux blancs pour rien. » Elle détourna le regard sans offrir de réponse. Par la fenêtre de la voiture, on voyait que la place du quart se remettait peu à peu de l'explosion. Alors que les activités commerciales semblaient avoir timidement repris leur cours, on avait érigé un petit mémorial devant la devanture dévastée de Buckins et Fils. Le fourgon progressa sans embûche jusqu'aux frontières d'Avost. Dès que la voiture eut franchi la muraille extérieure de la ville, l'horizon se dégageait progressivement, laissant bientôt place à de vastes étendues gelées, parsemées de quelques fermes. Ambre jeta un nouveau coup d'œil à sa carte. Comme elle l'avait analysé plus tôt au commissariat, la route du nord était dégagée et ne représentait pas de danger d'embuscade. Seules les montagnes près de Girgard pouvaient être exploitées par des assaillants. Mais elle était constamment surveillée par le personnel de la prison. Il semblait maintenant clair pour Ambre que cette mission serait probablement plus calme qu'anticipée, d'autant plus que le premier véhicule ne paraissait pas avoir rencontré de problème. Elle s'adossa contre son siège et pencha la tête vers l'arrière, relâchant un peu de ce stress qu'elle s'était imposé. Puis, alors qu'un moment de répit se profilait à l'horizon, un bourdonnement sourd se fit entendre. Les chevaux poussèrent un hissement long et plaintif. Quelque chose n'allait pas. Ambre sentit la voiture s'arrêter d'un mouvement sec. Tous se cramponnèrent à la surface la plus près d'eux. « Gal » appela Ambre. Aucune réponse à l'avant. Elle se leva, puis ouvrit les portes arrière du fourgon avec la plus grande des précautions. Ses collègues restèrent là, mortifiés. Pendant ce temps, le vrombrissement gagnait en intensité, créant une forte pression dans l'oreille de tous les occupants du transport. Barnes tendit un mousquet à Ambre alors qu'elle posait le pied contre le sol froid de la route. Elle prit le long fusil, puis balaya des yeux le périmètre. Rien ne sortait de l'ordinaire. Ambre contourna la voiture et se rendit à l'avant, où Gal et le conducteur se frottaient les oreilles, eux aussi agressés par l'étrange bruit. « Rien devant » hurla l'analyste, dans l'espoir d'être entendu. « Non, juste cet horrible truc » répondit Gal. « On dirait que ça provient du sol. » Elle riva son regard sur la route. Mis à part une zone circulaire où la neige devant le fourgon était brouillée, rien ne laissait indiquer la provenance du son. Pendant ce temps, les chevaux continuaient de s'affoler, refusant de faire un pas de plus. La paranoïa de l'analyste l'incitait à penser que c'était l'œuvre de la mangouste, mais à part d'être agaçant, le bruissement ne semblait pas être une manœuvre spécialement hostile. « Nous devons continuer, déclara-t-elle. « Dites ça aux canassons, répondit Gal, ils n'avanceront pas. » Ambre serra les poings. Même si elle avait du mal à expliquer cet étrange phénomène, elle ne pouvait pas croire que la mission se trouvait perturbée par un simple bruit. « Ça va bien s'arrêter à un moment donné? À un moment ou à un autre, espéra le conducteur. Ambre ne l'écoutait pas. Elle pensait déjà à une solution pour contourner le problème. Attendre ici était dangereux et ils étaient vulnérables. Elle se grattait la tête, puis d'un coup, le son s'arrêta. Gal, Ambre et le conducteur regardèrent au sol interloqué. Le calme semblait être revenu. Le commissaire se leva de son siège. Mais qu'est-ce que... Une violente détonation scinda le sol devant le fourgon. Un bouillant mélange de feu et de terre fut brusquement expulsé, projetant les chevaux et la voiture plusieurs mètres dans les airs. Pour Ambre, l'image se coupa au moment où elle fut emportée par l'explosion. La trajectoire de sa chute passa juste au-dessus du fourgon, derrière lequel son corps vint heurter le sol. Au loin, par-delà la plaine, un petit groupe d'individus observait le nuage de fumée qui s'élevait au-dessus de la carriole, satisfait d'avoir piégé leur cible. Le leader de la troupe, dont le visage était camouflé d'un aume, laissait saillir de longs cheveux d'argent, fit signe aux autres guerriers d'enfourcher leurs destriers. Bientôt, ils étaient en route vers ce qu'il restait du transport de la police. Le visage ensanglanté, les idées confuses, le lieutenant Reed reprenait contenance à l'intérieur du fourgon. Numéro 223 et un de ses collègues étaient étendus au sol, inconscients et visiblement blessés par l'impact. En revanche, le troisième patrouilleur qui les accompagnait était introuvable. « Hé !» fit une voix depuis l'extérieur. Reed se tourna sa tête en direction de la porte éventrée du véhicule blindé. C'était Barnes, un mousquet en main. Il avait l'air plus en forme que lui-même, pensa Reed. « Des cavaliers approchent !» dit le jeune patrouilleur. « Ils sont armés !» Reed halta. Il essaya de se relever le plus rapidement possible, ignorant la douleur comparable à une épine géante que l'on aurait plantée dans son dos.
Il s'accrocha au atelier d'armes pour cueillir un fusil. Titubant, le lieutenant vint rejoindre Barnes à l'extérieur, voyant de ses propres yeux le groupe d'assaillants qui se dirigeait vers leur position. « Eh bien, garçon, j'espère que tu as réussi ton cours de tir avec succès. »« Je me débrouille, » répondit Barnes. Reed soupira. Un peu plus loin, le son des premiers coups de feu tirés parvint à sortir Ambre de sa léthargie. Ses oreilles sifflaient, son crâne souffrait. Elle ouvrit les yeux, déroutée, et observa autour d'elle. Le simple fait de bouger son cou la faisait souffrir atrocement. Elle aperçut près de la porte arrière du véhicule les 2 officiers en train de recharger leurs fusils. L'analyste regardant dans la direction dans laquelle ils avaient fait feu pour voir, elle aussi, le groupe de cavaliers s'approcher. « Oh mon Dieu! » Reed tendit sa poire à poudre à son collègue et inséra une nouvelle balle dans son propre canon. Trop éloignés, aucun d'eux n'avait touché une cible du premier coup. « Nous avons environ 1 minute avant qu'ils ne nous atteignent, dit-il. Nous n'aurons pas le temps de charger une autre fois. Barnes acquiesça tandis que Reed se plaçait en position de tir. Bang! Un premier cavalier culbuta au sol. Terminant de pousser la balle au fond du canon, Barnes se prépara lui aussi à tirer, accusant une seconde d'hésitation. Ses mains tremblotaient. Pendant ce temps, le groupe se rapprochait sans cesse. Le temps manquait. « Passe-le-moi » ordonna Reed. Barnes se tourna et tendit l'arme à son collègue qui, une fois le mousquet en main, l'utilisa aussitôt. Bang! Un second cadavre faucha le sol. Il restait 5 ou 6 hommes encore en approche. Reed dégaina alors son épée et l'empoigna à 2 mains, prêt à lutter de toutes ses forces contre la menace. « Prépare-toi » Quelques dizaines de mètres à peine avant impact, Barnes perdait ses couleurs. Hors d'haleine, il agrippa son pistolet à sa ceinture et le pointa sur le groupe en priant pour que ses 3 balles puissent toucher leur adversaire. De son côté, Ambre essaya de bouger son bras pour atteindre son propre engin de mort. Au moindre effort, un cri déchirant s'échappait de ses poumons. Elle toussa à maintes reprises, puis parvint à trouver la force de mettre la main sur l'arme que lui avait confiée Gall avant leur départ. Pendant ce temps, les cavaliers faisaient leur approche du fourgon. Reed arriva à repousser les premiers assauts du groupe, esquivant à grande peine les chevaux qui filaient à ses côtés à une vitesse fulgurante. Barnes, lui, fit feu à 2 reprises sur l'un des guerriers, qui tomba de sa monture alors que celle-ci poursuivait sa course vers le policier. Ce dernier se jeta au sol pour éviter les coups de sabot, pour être emporté par un autre cheval quelques secondes plus tard. Faisant 2 tours sur lui-même, puis piétiné à maintes reprises, Barnes fut achevé par l'épée du chef de la troupe, dont l'imposante armure reluisait à la lueur du jour. Le regard de l'homme aux cheveux d'argent croisa celui de Reed alors qu'il retirait sa large épée du corps inanimé de son collègue. Le lieutenant était désormais seul. Il échangea quelques passes à l'épée avec un autre guerrier monté, alors que les autres commençaient à converger vers sa position. Un tir provenant de l'arrière du véhicule toucha sa cible et abattit l'adversaire de Reed, qui s'écrasa aussitôt. C'était Ambre. Elle tira ses 2 autres balles avec moins de succès, laissant le lieutenant complètement vulnérable à 3 contre 1. L'issue de la bataille était écrite dans le ciel. Entouré par les destriers restants, Reed maniait sa lame avec grâce dans l'espoir de tirer son épingle du jeu. Mais une seconde d'inattention à son flanc droit eut raison de ses prouesses. Son armure se déchira au contact de la lame d'un cavalier, faisant couler une rivière de sang sur sa tunique alors qu'il perdait le contrôle de ses sens. Non! Ambre observait le sinistre spectacle avec dégoût, tandis qu'un deuxième guerrier estoqua Reed sur place. Un nouveau flot d'hémoglobine se déversa lentement sur le sol, alors que le lieutenant rendait son dernier souffle. Le leader de la troupe, coiffé de son home distinctif, descendit de son cheval, imité par les 2 survivants de son groupe. D'un calme suffocant, il pointa la carriole éventrée à ses hommes qui s'affairaient à la fouiller. Le leader retira ensuite son casque, dévoilant un visage carré, aux traits tirés et aux yeux globuleux. Chacun de ses pas était méticuleux, calculé. Il se déplaça vers Ambre tout en considérant d'un regard absent vide. Le cœur de l'analyste battait la chamade. Paralysée par la douleur, elle était à la merci de son adversaire. Celui-ci essuya son épée dégoulinante de sang sur sa tunique et le brandit sous le cou de l'analyste en perte de ses moyens. Silencieux, il regarda osciller entre la vie et la mort. Ces explosifs, souffla Ambre entre 2 respirations difficiles, ce sont ceux de Buckins et fils.
Perspicace, répondit le guerrier d'un ton dénué d'intérêt. Cette information ne te servira pas dans la mort, j'en ai bien peur. Il saisit avec sa main gauche le pommeau de sa large épée, puis prit son élan prêt à asséner le coup fatal. Ambre retint son souffle. L'homme frappa. « Attendez, dit-elle. Le commissaire se soit tiré. Ah, excusez. L'homme aux cheveux d'argent arrêta son mouvement. Ambre tressaillit. Sa prochaine phrase scellerait bien peut-être son sort. Comment, dit-elle, je veux savoir comment vous avez fait exploser la poudre à distance. Le leader laissa transparaître un rictus sur les commissures de ses lèvres. Ses yeux se réfugièrent dans le coin droit de ses paupières, considérant avec attention la demande de l'analyste. Puis, d'une courte mimique amusée, il consentit à sa requête. Des marques arcaniques, très chères, à poser sur les caisses, de la même manière que le magasin du vieux est parti en cendres. Ambre accueillit l'explication avec un étrange serrement dans l'estomac. L'analyste avait peu de notions en la matière, mais savait cependant que les marques arcaniques étaient une technique avancée que seuls les mages expérimentés maîtrisaient. Vous n'êtes pas de la mangouste? Le leader resta muet, préparant un nouveau coup d'épée. Ambre n'avait pas besoin d'une réponse pour interpréter ses expressions faciales. Devant elle se trouvait la source du mal qu'elle traquait depuis ce temps. Impuissante devant le fait accompli, argumentait que son bourreau était futile. Il avait déjà fait son choix. Cavara ait pitié de ton âme. Bang! La résonance d'un coup de feu fendit l'air dans un nuage de poudre. La balle éclata dans le torse du leader, à 1 million d'étincelles avant d'enflammer ses vêtements. En quelques secondes, le feu se propagea sous les cris horrifiés du guerrier, qui voyait sa peau fondre sous la chaleur intense. Sa chevelure argentée avait disparu en l'espace d'un éclair. Près du fourgon, Léocard abaissa le pistolet de détresse encore fumant. Ses vêtements étaient imbibés de grandes quantités de sang. Dans ces derniers moments, le leader fit appel à la magie pour invoquer une onde de vent qui se chargea d'éteindre les flammes. Hélas, il était trop tard. L'homme tomba au sol, le visage effroyablement déformé. Ambre recommençait à respirer. Elle se tourna vers Léocard, arborant les yeux d'un félin prêt à bondir sur sa proie. Voyant à la ceinture de sa combinaison de prisonnier une baïonnette encore dégoulinante, elle n'arrivait pas à croire qu'il soit venu à bout des 2 autres guerriers. Le chef de la mangouste jeta le pistolet de détresse au sol, puis accourut auprès d'Ambre avant de la gripper par l'épaule. L'analyste le dévisagea. « Par la Sainte Triade, dit-elle, qu'est-ce que vous faites? Je vous sors d'ici. Vous pouvez marcher? » Son cri de douleur répondit à sa place. Elle essaierait tout de même. L'analyste se cramponna à la chemise de l'ex-prisonnier, puis tira du mieux de ses forces pour redresser son corps. Son équilibre était précaire, mais elle arriva à faire un pas ou deux sans trop souffrir. « Où est Gall? Où sont les autres? Le policier à l'intérieur du fourgon est mort, en tout cas. » Ambre acquiesça la nouvelle. 3 de ses collègues avaient déjà trouvé la mort. Elle priait que le commissaire se soit tiré de l'explosion. Léocard et elle contournèrent le fourgon, apercevant au loin les cadavres des chevaux, dont l'un écrasait ce qui semblait être un corps humain. « Oh non! » Ambre essaya d'accélérer le pas. La simple vue de l'uniforme grisâtre gisant sous la lourde carcasse de l'animal lui donnait un haut de cœur. En s'approchant, elle vit le visage du conducteur du fourgon se détailler. Elle s'arrêta net. Il y avait encore un espoir pour que Gall soit en vie. « Ici, venez voir! » Léocard pointa une autre silhouette à l'analyste. Elle reconnut aussitôt la forme légèrement rondelette du commissaire. Il n'y avait pas de doute, c'était bien lui. Léocard s'agenouilla et tâta le pouls du vieux policier, alors qu'Ambre traversait laborieusement les quelques pas qui les séparaient de Gall. « Il respire, » confirma Léocard. Un soubresaut d'apaisement s'empara de l'analyste, une lueur de bonheur en cette journée funeste. « Il va s'en sortir ?» demanda-t-elle. « Je ne vois pas de blessure apparente. Il a dû avoir un sale choc, ça c'est certain. » Léocard retira le par-dessus gris du commissaire et le roula en boule avant de le poser sous sa tête en guise d'oreiller. « Il faudra sans doute encore un moment avant qu'il ne retrouve ses esprits. Merci, » s'étouffa Ambre. Il hocha la tête. Ambre voyait dans les yeux de Léocard une sincérité qu'elle avait longtemps confondue avec de l'arrogance.
Son propre regard s'attendrissait sur cet homme qui, au beau milieu de l'action, n'avait pas hésité une seule seconde à se mettre en danger pour elle. Elle aurait voulu revenir en arrière, effacer ses torts, donner les bénéfices du doute à celui qu'elle avait perçu comme l'ennemi public numéro 1. Ils restèrent là un moment dans un silence plus évocateur encore que n'importe quelle parole aurait pu l'être. Chapitre 12. La grande allée qui menait au magistère se retrouvait bondée. En l'espace de quelques heures à peine, des centaines de citoyens s'étaient rassemblés devant l'édifice, scandant toutes sortes d'injures difficilement discernables. Plusieurs brandissaient des foulards et de longs emblèmes en tissu, identifiables au bleu foncé de la mangouste. Kiridon et Tara se butèrent à la foule et décidèrent de la contourner par une ruelle adjacente. « Par ici, » proposa Kiridon, en pointant un étroit passage derrière les magasins. Les deux limiers tâchèrent de se faire discrets, puis s'engagèrent dans l'allée contiguë. Les pieds recouverts d'une épaisse couche de neige saupoudrée de suie. Des conduits d'échappement recrachaient d'épaisses nuées noires du haut des bâtiments, se propageant dans la cavité et obstruant ainsi toute la ruelle. « On n'y voit rien, » dit Tara en avançant. Elle leva le bras en l'air et invoqua un sortilège de flamme à l'intérieur de sa paume pour éclairer le passage devant elle, à la manière d'une torche. Kiridon sourcilla, curieux de savoir pourquoi elle n'avait pas employé le sort de lumière qu'il avait lui-même l'habitude d'utiliser. Chacun sa technique, pensa-t-il. Les couleurs de la mangouste sont en berne, fit Kiridon. Je n'aime pas ça. Une nouvelle protestation? Est-ce vraiment surprenant? La motion de Wake a dû être votée pendant notre absence. Les gens sont indignés. Si ton hypothèse est valable, ils ont bien raison de l'être. Plusieurs coups de tonnerre firent vibrer les tympans des deux limiers. Le sol se mit à trembler sous les mouvements saccadés de la foule. Tara et Kiridon restèrent interdits. Les revendications bruyantes des partisans se transformèrent en hurlements horrifiés. Stupéfaits, ils échangèrent un rapide regard, puis poursuivirent au pas de course dans la ruelle. Le souffle court, ils arrivèrent au coin de la rue, de l'entrée du magistère, où un escadron de policiers faisait feu à volonté dans la foule. La première ligne tirait tandis que celle de derrière rechargeait, gardant ainsi une cadence de tir suffisante pour empêcher la meute de manifestants d'approcher des portes. Kiridon s'avança et se dissimula derrière des caisses de bois, observant les membres de la mangouste tomber comme des mouches sous les balles des soldats. Les lignes arrière de la foule ripostèrent, tuant 2 puis 3 policiers. En moins d'1 minute d'affrontement, des dizaines de cadavres recouvraient la rue dans un effroyable mélange de neige et de sang. Tara tira Kiridon par le bras et rebroussa chemin dans la ruelle sombre. Le jeune mage est en état de choc. Il faut que nous entrions au magistère, dit Kiridon, la voix chevrotante. Ce n'est pas vraiment une possibilité en ce moment, comme tu peux le constater. Nous devons trouver un autre plan. Nous aurions pu éviter tout ça. Elle posa sa main sur l'épaule du limier. Commençons par foutre le camp, veux-tu? Tu pourras te morfondre plus tard. Viens. Les muscles de Kiridon refusaient de répondre. Pris d'un vertige saisissant, mettre un pied devant l'autre lui semblait être une tâche colossale. Tara sentit le corps de son collègue se ramollir. Elle recula légèrement, puis observa Kiridon dans le blanc des yeux, n'y voyant qu'un regard éperdu, défocalisé, à l'intérieur d'un être qui d'ordinaire dégageait une confiance monstrueuse. Il fallait croire que derrière cette façade de roc, Kiridon était aussi ébranlable que n'importe quel mortel. Elle murmura un juron pour elle-même et plaça le bras du limier autour de son cou pour mieux le déplacer. Tara dut ensuite retourner sur la grande allée, envahie alors par des centaines de manifestants, puis bifurqua dans une rue secondaire après s'être fait bousculer à plusieurs reprises. Elle longea le trottoir, puis fut rattrapée par 2 protestants qui pointèrent leurs armes vers eux. Tara fit volte-face. Les membres de la mangouste firent feu. Un bouclier magique invoqué de justesse bloqua les projectiles. Elle contre-attaqua d'un puissant coup de vent qui envoya valser ses assaillants contre une charrette stationnée dans la rue. Les 2 limiers profitèrent de cet instant pour s'éclipser au pas de course. Ils remontèrent la rue vers le nord et firent la découverte d'une entrée de service entre 2 bâtiments. Un coin discret, idéal pour se cacher un moment. Épuisée, Tara déposa son collègue au sol. Celui-ci, le souffle faible, s'accota contre le mur de briques de la bâtisse. Il releva la tête vers le haut, essayant d'inspirer lentement.
Je croyais que tu avais vu assez d'horreur dans ta vie pour t'être taillé un cœur de granit, dit Tara. Pas encore assez, il faut croire. Elle jeta un rapide coup d'œil au bout de la rue pour regarder si les combats avaient progressé jusqu'à eux. Mais l'endroit semblait toujours calme. Avec de la chance, les hostilités resteraient localisées près du magistère. Tara balaya la neige au sol avec ses pieds, puis prit place en face de Kiridon. Celui-ci semblait toujours absent, comme s'il avait éteint la lumière qui brillait dans ses yeux. Peut-être que le traumatisme qu'il avait subi à la tanière jouait avec ses émotions, pensa Tara. Elle voyait maintenant une certaine vulnérabilité chez lui, une fragilité catalysée par l'inexpérience et la peur. Il était plus jeune qu'elle, de quelques années seulement, mais ces années faisaient un monde de différence dans le quotidien scabreux des limiers. « Tu as chassé beaucoup de mages clandestins auparavant ?» demanda-t-elle. Kiridon leva lentement les yeux. Il considéra la question un instant, loin d'être pressé d'y répondre. « Des vrais? 2 ou 3, dit-il. Les autres n'étaient que des amateurs fascinés par leur pouvoir. » Elle pensa à sa réponse en souriant. « Nous l'avons tous été. »« Et toi? Tu es là depuis un moment déjà. Tu as dû en voir de toutes les couleurs. » Court silence. Tara regarda au ciel, clignant plusieurs fois des paupières. Kiridon pouvait lire l'hésitation en son regard. Probablement des plaies encore ouvertes, pensa-t-il. « J'en ai chassé plusieurs, avoua-t-elle d'un ton las. J'ai passé le dernier mois à Long Rast, sur la piste de l'un d'entre eux, justement. Celui-là s'était entraîné en cachette pendant des années, assez pour maîtriser des sortilèges complexes. Nul besoin de te dire que j'ai failli y rester en l'affrontant. C'est en voyant des mages comme ceux-là que je peux comprendre pourquoi les gens nous craignent autant. » Kiridon baissa le regard, honteux. Jamais n'avait-il eu autant de dégoût pour sa propre profession. « C'est triste, souffla-t-il. Au fond, nous sommes formés pour éradiquer les derniers de notre espèce. Quelle est l'autre possibilité? Être en guerre constante avec les non-mages? L'insurrection des invocateurs nous a appris que ce n'était pas quelque chose à envier. » Elle soupira, puis poursuivit dans son élan. « Si ce à quoi nous assistons en ce moment est un stratagème de mages clandestins pour que nous retrouvions nos pouvoirs, tu te joindrais à eux? »« Quoi? Bien sûr que non. »« Bien sûr que oui, dit-elle. Si tu n'avais pas émis de doute sur l'implication de la mangouste, nous serions en train de les charcuter nous aussi à l'heure qu'il est. » Le jeune mage ravala sa salive. Elle avait raison. Peut-être, admit le limier. Il avait du mal à s'imaginer dans cette position, mais il se rendait compte à quel point les autres mages n'avaient pas tous connu une vie aussi simple que la sienne. Tant de choses reposaient sur une question de perspective. Malgré tout, il se sentait impuissant devant l'inévitable dénouement. Hommes, femmes et enfants allaient être massacrés sans raison à cause de son échec. Si seulement il avait pu être plus rapide. Renfrogné, amer, il put sentir glisser le long de sa joue une larme chaude qui dégoulina jusqu'au commissure de ses lèvres. Le goût salé de cette goutte était une âcre conclusion aux tribulations qu'il avait dû traverser pour en arriver là. Tara regardait Kiridon s'effondrer en silence. Elle s'approcha du jeune mage, ses propres yeux devenus humides. Elle vint essuyer cette larme. Sa tête était à quelques centimètres à peine de la sienne. Tara ferma les yeux, puis s'avança. Kiridon, d'abord surpris, fit de même. Leurs lèvres fusionnèrent un instant dans un intense cocktail d'émotions qui parcourut le bas de son dos. Ce baiser dura, installant une chaleur insoupçonnée dans la ruelle glaciale. Les joues du limier tournèrent lentement au rouge. Cet instant ne lui paraissait pas mérité, mais il l'appréciait trop pour y couper court. Au bout de ce long échange passionné, ses lèvres se détachèrent des siennes et ses yeux plongèrent dans les siens. Kiridon lui renvoya un sourire qui effaçait presque les événements de cette horrible journée. Nous n'avons pas besoin d'en parler maintenant. Il acquiesça. Valait mieux ne pas tout gâcher. Ils restèrent immobiles, chérissant ces quelques secondes de plénitude, faisant comme si le lendemain n'existait pas. Comme si la ville n'était pas aux prises avec un conflit politique insoluble. Aussi étrange que cela pouvait-il paraître, l'inaction faisait du bien, pensa le limier.
Tu te sens prêt? Demanda Tara. À quoi? Nous ne pouvons pas vraiment rentrer au magistère et nous n'avons aucun moyen d'arrêter les combats. Nous pouvons essayer. Elle tendit la main à Kéridon, puis l'aida à se relever. Il secoua son manteau raidi par le gel, puis emboîta le pas à Tara alors qu'elle retournait dans la rue. Le bruit des combats était plus faible et semblait maintenant plus lointain, plus distant. Peut-être les choses avaient-elles eu le temps de se calmer un peu. Les deux limiers déambulèrent dans les rues vides du centre-ville d'Avost. Volets fermés, portes barricadées. Il était clair que la panique avait pris de l'ampleur. Des détritus en tout genre jonchaient le sol, recouverts de neige, comme si la vie s'était arrêtée d'un seul coup. Les lointains coups de canon formaient une mélancolique mélodie qui berçait ce paysage funeste. Kéridon suivait Tara pas à pas, sans se demander quelle destination l'avait en tête. À vrai dire, il avait du mal à saisir la logique du trajet qu'elle empruntait. Bientôt, ils débouchèrent sur un quartier que le jeune mage avait appris à bien connaître au cours des dernières semaines. Il comprit alors qu'il était sur le chemin du commissariat de police. « Je vois où nous allons, dit Kéridon. Qu'est-ce que tu veux qu'on y aille faire? Nous pouvons parler au commissaire. » L'inciter à ordonner un cessez-le-feu en attendant que l'on réévalue les faits. Kéridon se tut avec le chaos ambiant. Toute action était bonne à tenter. Tu as raison. Allons voir si nous pouvons le trouver. 2 coins de rue plus loin, ils étaient à l'intérieur du commissariat. D'ordinaire vide, l'entrée est occupée par des patrouilleurs qui se bousculèrent en transportant toutes sortes d'armes dans leurs mains. Aucun d'eux ne remarqua l'arrivée des limiers, qui, confus au milieu de toute cette pagaille, passèrent leur chemin. Kéridon et Tara se rendirent alors jusqu'au bureau de Gall, visiblement inoccupé. Rien ici. Derrière eux, un groupe passait dans le couloir avec eux en son centre un individu fortement volubile dont la voix familière agressait déjà les tympans du jeune mage. « Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Faites attention avec ça! Cet objet vaut plus que votre salaire! » Cette voix était celle de Cyril Martin. Kéridon fit signe à Tara de l'attendre, puis remonta le couloir en essayant de capter l'attention du chef scientifique, qui hurlait des consignes de tous bords, tous côtés, à quiconque voulait bien les entendre. « Martin! Martin! » l'appela Kéridon. « Où est Gall? » Le scientifique se retourna, ses yeux hagards mirent un moment à reconnaître le visage du limier. Mais le visage de Martin s'illumina alors d'un seul coup. « Ah, vous êtes là! » Gall a quitté le poste il y a 2 heures pour le transfert de Léocor à Girgarde. C'est vrai, l'Assemblée, se souvient-il. Voilà, exact. Pendant que vous êtes là, vous devriez nous donner un coup de main avec la mangouste. Il y a plusieurs cellules armées qui progressent dans la ville en ce moment même. Je ne sais pas. Justement, on croit que la mangouste n'aurait pas... Un instant! Martin fut alors distrait par le même patrouilleur qui venait d'engueuler quelques mètres plus loin. Il s'excusa auprès du jeune mage avant de s'élancer vers l'autre, agitant ses bras dans les airs en criant « Remettez ce machin, vous l'avez trouvé! C'est pas vrai! » Kéridon haussa les épaules, comprenant qu'il ne trouverait pas une oreille attentive dans tout ce désordre. Près du bureau de Gall, Tara l'attendait patiemment. Elle devina à la mine abattue de son collègue qu'il devait trouver une autre solution. Ils rebroussèrent alors chemin sur l'artère qui les avait menés jusqu'au commissariat sans échanger le moindre mot. Tous deux n'avaient pas besoin d'exprimer la déception qu'ils éprouvaient face au mur qu'ils venaient de rencontrer. Les 2 limiers errent ainsi sans but, marchant le long de plusieurs pâtés de maisons, toujours accompagnés du son environnant de la mêlée générale qui se déployait dans la bosse. Ils croisèrent plusieurs pelotons de soldats, miliciens et policiers qui se mettaient à la recherche des combattants de la mangouste. Tous ceux qui n'avaient pas affaire dans ce conflit avaient abandonné la voie publique, dégageant complètement l'espace du théâtre de guerre. Plusieurs coins de rue plus loin, Kéridon et Tara progressèrent jusqu'à proximité de l'allée commerciale sur la rue Swan. Autour d'eux se trouvaient de grands magasins, tous désertés, plusieurs d'entre eux vandalisés et d'autres moins chanceux encore, pillés jusqu'à la dernière miche de pain. Kéridon regardait le désolant spectacle, serrant les dents, pensant qu'il aurait pu éviter toute cette situation. Une vitrine éclata à leur côté. Probablement une balle perdue, pensa Lémi. Tara et lui se dépêchèrent de trouver refuge derrière un bâtiment. Au croisement de la rue, un combat avait lieu au plein centre de l'avenue adjacente. Néanmoins, le son qui s'en dégageait n'était pas celui d'armes conventionnelles. Kéridon se glissa la tête sur le côté pour jeter un coup d'œil vers la provenance du vacarme. Ces sons étaient ceux de sortilèges offensifs mélangés à ceux de déflagration d'armes à feu.
En quelques dizaines de mètres devant un groupe de mages clandestins faisait face à une unité de membres de la mangouste, utilisant l'étendue de ses pouvoirs. Des mages, Tara, dit Kiridon. Chose certaine, ce ne sont pas nos collègues. La jeune femme s'approcha pour le constater par elle-même, puis se tourna vers Kiridon. Alors faisons notre job. Le jeune mage acquiesça. Il était encore de leur devoir d'arrêter la magie illicite, que cela profite à la mangouste ou non. Kiridon dégaina son épée bâtarde attachée à son dos, puis s'élança en direction du groupe. Les mages clandestins, voyant les limiers approcher, battirent en retraite et concentrèrent leur attaque sur eux. Kiridon repoussa une première boule de feu avec la large lame de son épée, puis en fit disparaître une deuxième avec un sortilège éolien. Les yeux du groupe triplèrent de volume devant l'aisance avec laquelle le limier utilisait ses dons. Ils savaient que l'issue était scellée. En très peu de temps, Kiridon et Tara arrivèrent à rattraper leurs opposants en bloquant chacun de leurs assauts avec une facilité déconcertante. Le limier décida de ne pas s'éterniser davantage et envoya une première attaque formée d'un long arc électrique qui se canalisa dans le creux de sa main avant de se répandre d'un ennemi à l'autre, foudroyant le groupe entier en l'espace de 2 secondes. Quelques cris étouffés furent lancés avant que la majorité de leurs ennemis ne s'effondrent au sol de concert. Seuls 1 ou 2 téméraires tenaient encore debout, titubant pour se déplacer. Chez les membres de la mangouste, la confusion était totale. Quelqu'un d'entre eux levèrent leurs mousquets sur les limiers, mais furent rapidement découragés par leur chef. La femme à la tête de la petite escouade ordonna à ses hommes de reculer et vint à la rencontre des 2 limiers, le pas hésitant. « Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dingue? »« Nous faisons notre devoir, certifia Tara. Ces gens n'avaient pas le droit d'utiliser la magie sur vous. »« Bien sûr que oui, répondit-elle. Le magistère a levé l'interdiction le temps de venir à bout de nos forces. » Il eut un silence. Kiridon et Tara se lancèrent un regard inquiet. Décidément, beaucoup de choses s'étaient déroulées pendant leur courte absence dans l'appartement de la victime. Le jeune mage s'avança. « Le magistrat Wake » demanda-t-il. « Oui, c'est bien lui qui a créé tout ce foutoir, ragea la femme. Kiridon serra les poings contre la poignée de son épée. Il ne comprenait pas comment son mentor avait pu solliciter autant de moyens pour rallier l'Assemblée à lui. L'instabilité politique avait sans doute dû lui donner quelques appuis au Conseil. Des appuis qu'il cherchait depuis longtemps. Kiridon ne savait que penser. D'un côté, la fin de cette interdiction, même temporaire, était un jour historique pour les mages, mais à son avis, le prix était beaucoup trop cher payé. « Nous savons que vous n'y êtes pour rien dans les meurtres anti-magie, reprit Kiridon. Ma collègue et moi, nous voulons vous donner un coup de main. » La chef de l'escouade se tourna vers son équipe un moment. Plusieurs n'avaient pas l'air assurés du fait que 2 mages se joignent à eux. Mais la femme trancha finalement en faveur des limiers. Très bien, toute aide est bonne à prendre. En ce moment, les limiers et la police nous chassent comme des lapins. Nous allons nous replier jusqu'à un endroit sûr jusqu'à ce que les choses se calment. Tara se tourna vers Kiridon et posa sa main sur son épaule. Occupe-toi de les escorter jusqu'à leur planque. Et toi, je vais retourner au magistère et essayer de m'entretenir avec Wake. Ses yeux croisèrent les siens. Kiridon avait déjà vu ce regard, celui-là même qu'elle lui avait jeté dans la ruelle 1 heure plus tôt. Et peu importe ce dont il s'agissait, le jeune mage ne pouvait y résister. Il acquiesça. Même si le fait de se séparer de Tara l'angoissait. Il n'avait pas besoin d'argumenter avec elle pour s'apercevoir que c'était la meilleure solution qu'ils avaient à leur disposition. « Fais attention, l'avertit Kiridon. Elle lui sourit. Chapitre 13. Un mouvement lent et répétitif secouait son corps. Sans qu'il comprenne vraiment où il était, ses yeux palpitaient, incapables de rester ouverts plus d'1 seconde. Son corps était recourbé, son visage sentait la suie. Le commissaire Gall inspirait de toutes ses forces, essayant de s'accrocher du mieux qu'il pouvait à ses brefs instants de conscience. Sur les chevaux, laissés derrière par leur ennemi, le petit groupe faisait route vers Avost. « Il s'éveille, dit Ambre. Sur le cheval d'à côté, Léocard regarda le commissaire s'échapper du coma, saisi par le froid. Le chef de la mangouste resserra le manteau qu'il s'était procuré sur le corps d'un des policiers tués. Ambre arrêta son cheval, puis pour se tourner vers Gall, étendu à l'arrière de l'animal. « Commissaire, vous m'entendez? » Elle obtint un grognement en guise de réponse.
Plus le temps passait, et plus il avait l'air de revenir d'un long voyage aux frontières de la mort. Il grogna de nouveau pour s'éclaircir la voix, puis parvint alors à formuler quelques mots. Je suis là depuis longtemps. Une bonne heure, dit-elle. Nous arrivons bientôt à Avost. Le regard d'Ambre croisa celui de Léocard. Cal n'avait pas encore remarqué la présence du fugitif. Peut-être était-ce mieux ainsi, pensa l'analyste. Reposez-vous. Nous nous rendons à un endroit sûr. Ces quelques mots semblèrent apaiser le vieux policier qui cessa de dépenser l'énergie qu'il n'avait pas pour retomber presque aussitôt dans un sommeil profond. Ambre tâta son poignet pour vérifier qu'il y avait bien un pouls. Il va s'en sortir, dit Léocard. Ne vous inquiétez pas. Elle hocha la tête dans le silence. Ils reprirent la route qui les séparait de la métropole. Au loin, Avost se dessinait à travers les flocons et la brume. Malgré la période trouble qu'elle traversait, la ville semblait conserver sa majesté, sa grandeur. Ambre n'avait pas été partie longtemps, mais elle était tellement heureuse d'être de retour. Arrivés à l'entrée de la cité, les 2 chevaux passèrent sous l'arche, découpée dans le mur de pierre. Rapidement, ils constatèrent la présence d'un barrage policier contrôlé par plusieurs patrouilleurs armés. Quel est le nom de votre collègue à qui j'ai piqué l'uniforme, chuchota Léocard. Sergent Reed, dit-elle. Et vous? Vous quoi? Votre nom? Ambre quoi? Elle baissa les yeux. L'un des policiers s'avançait déjà vers eux, faisant signe aux 2 arrivants d'arrêter leurs chevaux. Halte! Nous contrôlons les entrées à cause de l'agitation dans le centre-ville. Votre matricule? Léocard et Ambre se regardèrent incertains. Pardon. Quelle agitation? Demanda Léocard. Vous ne savez pas? Le magistère a donné l'ordre de procéder à l'arrestation de tous les membres connus de la Mangouste ou de les neutraliser. Nous avons plusieurs pertes. C'est la pagaille. Léocard avala sa salive. Il ferma les poings sur le harnais de sa monture, essayant de conserver son sang-froid. Nous serons prudents, merci, assura le chef de la Mangouste. Ils allaient secouer ce même harnais pour donner l'ordre au cheval d'avancer, mais l'officier l'agrippa avant pour l'en empêcher. Léocard le fusilla du regard. Désolé, confrère, je ne peux pas vous laisser passer sans identification. Léocard resta immobile, tandis qu'Ambre le dévisageait. Celle-ci espérant que son expression faciale l'inciterait à ne pas dévoiler bêtement sa couverture. Je suis Sergent Reed, dit-il finalement. Et voici l'analyste Ambre. Magellan, compléta-t-elle. Voilà, Magellan. Nous amenons le commissaire Gall à l'hôpital. Il a eu un malaise sur la route du retour. Léocard pointa le cheval d'Ambre, duquel l'officier s'approcha pour constater qu'il y avait bien un 2e passager recouvert d'un manteau. Il releva légèrement l'étoffe de feutre pour examiner le visage de l'homme et haussa les sourcils en voyant qu'il s'agissait bel et bien du commissaire. « Ah, merde! Et le convoi n'est pas avec vous? » Non, répondit Léocard. Justement, nous sommes partis devant pour arriver le plus vite possible. Écoutez, dit Ambre, la vie de Gall est peut-être en jeu, alors poussez-vous du chemin si vous ne voulez pas être responsable du décès de votre boss. Le visage de l'officier vira au cramoisi. Allons, nul besoin de s'énerver, dit-il, je ne fais que mon boulot. Il se tourna vers le barrage et fit signe à ses hommes de dégager la route. Léocard salua l'officier et passa devant, poussant un léger soupir de soulagement. Très crédible, commenta Ambre, dès qu'ils eurent quitté le périmètre. Merci. Vous aussi. Ils se remirent au galop, constatant à chaque rue l'état des lieux. Tant d'endroits d'ordinaire achalandés étaient vides, meublés seulement par la neige abondante et le bruit lointain des détonations. Ambre et Léocard avaient des frissons dans le dos à voir leur ville devenue un champ de bataille. « C'est horrible, » murmura-t-il. « Je suis... désolé. Dites ça aux mages qui ont attaqué la carriole, ce n'est pas votre faute. » Ils empruntèrent une série d'avenues qui descendaient dans la basse ville. Ambre comprit rapidement qu'ils se dirigeaient vers le quartier industriel d'Avost. Depuis quelques années, une poignée d'entreprises fortunées avait réussi à ouvrir des usines servant à fabriquer des produits manufacturiers. Vêtements, armes, chariots. De plus en plus de biens étaient faits dans ces imposants bâtiments de briques qui constituaient le secteur. Ambre et Léocard passèrent devant plusieurs d'entre eux, admirant au passage ces colosses d'architecture de plusieurs étages, aux gigantesques fenêtres embuées par la chaleur et la fumée.
Loin devant, des cheminées de vapeur se multipliaient à l'horizon, s'étendant jusqu'aux nuages. Léocard bifurqua alors dans une petite allée, se terminant en cul-de-sac, puis s'arrêta devant une grande porte de bois arquée, avant de descendre de son cheval. Ambre arriva quelques secondes derrière, visiblement confuse. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Je vous ai parlé d'un endroit sûr, n'est-ce pas? Je présente le quartier général de la Mangouste. »« Je croyais que la tanière était votre quartier général. Notre bienfaiteur nous avait suggéré d'avoir une seconde planque, plus éloignée, au cas où les choses deviendraient comme elles sont. Une fois de plus, ses conseils étaient judicieux. » Léocard s'avança près de la porte, puis tira sur les poignées jusqu'à s'époumoner, donnant juste assez de jeu pour pouvoir faire entrer les 2 chevaux. Il fit signe à Ambre de pénétrer en premier, puis traîna son propre cheval à l'intérieur. L'endroit accusait de l'âge, puisque chaque sabot claqué contre le sol de pierre soulevait des nuées de poussière qui virevoltaient en l'air. « Cette usine n'est plus en activité depuis 2 ans, poursuivit-il. Elle n'appartient à personne. Ses propriétaires l'ont simplement laissée vacante. Faillite. » « Je vois. » Leur voix résonnait en écho dans l'immensité de la pièce. Devant eux, des monstres de fer et des chaînes de travail à l'abandon témoignaient de l'activité passée de la manufacture. Léocard attacha son cheval à un poteau de soutien, puis intima à Ambre de faire de même. « Restez ici avec Gall, je vais aller chercher de l'aide. » Il se dépêcha de monter un grand escalier de métal menant à un 2e étage, où bureaux et salles de repos avaient été aménagés pour les employés de l'usine. Il en ressortit une courte minute plus tard, suivi par 2 membres de la Mangouste qui portaient une civière de fortune. « C'est ici, » dit Léocard. « Il a immédiatement besoin d'attention médicale. »« Vous aussi, chef, » fit remarquer l'un des médecins en désignant une large plaie dans l'ouverture de son manteau. « Plus tard, je peux attendre. » Le médecin ne discuta pas les ordres, puis déposa la civière au sol avant d'y coucher Gall pour l'amener par où il était arrivé. Léocard se tourna vers Ambre. « Ils vont bien prendre soin de lui assura-t-il. Elle acquiesça. « J'ai encore du mal à croire que nous soyons en vie, dit-elle. »« Ça va passer, répondit Léocard. Nous avons de l'eau chaude et des vêtements secs au 2e si vous voulez vous laver. J'aimerais bien, oui. » Un quart d'heure plus tard, Ambre était dans une petite salle fermée, seule avec une bassine de métal. On pouvait sentir un courant d'air frais se glisser par l'embrasure de la porte. Elle se déshabillait en vitesse pour ne pas se congeler sur place. L'eau de la baignoire était encore fumante, ayant été chauffée au-dessus du feu à peine quelques minutes plus tôt. Au simple contact de ses orteils avec le liquide, elle ferma les paupières, puis apprécia le moment alors qu'elle immergeait le reste de son pied. Elle expira par la bouche, s'assoyant au fond de la bassine. Ses muscles atrophiés se détendirent, ses articulations se délièrent. Elle était à l'aise pour la première fois depuis des heures. Ankylosée, couverte d'échymose, mais à l'aise. Ambre s'empara de la savonnette posée sur le bord de la bassine et commença à se laver, bien contente de faire disparaître les traces de sang collées à sa peau. Léocard était au chevet de Gall. L'esprit enivré, les sens endormis, le chef de la Mangouste s'était anesthésié avec plusieurs verres de spiritueux avant qu'on ne lui posât ses points de suture. Le combat à l'intérieur du fourgon l'avait quelque peu meurtri, mais il récupérait. Pour Gall, la chose était moins certaine. Le commissaire n'avait pas prononcé un seul mot depuis son bref réveil quelques heures plus tôt. Il était mal en point. Côtes déplacées, quelques coupures superficielles et des éraflures partout sur le corps. Ses blessures n'allaient pas améliorer son humeur si jamais il arrivait à y survivre. Les médecins avaient pansé ses plaies et lui avaient administré un sédatif beaucoup plus puissant que les quelques doigts d'eau vive qu'avait ingurgité Léocard. Celui-ci ne pouvait s'empêcher de fixer le visage apaisé de Gall. Il avait du mal à concevoir la vitesse à laquelle les choses s'étaient bousculées. Dans le feu de l'action, la notion d'amis et d'ennemis pouvait rapidement s'embrumer pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus complexe. Il avait réagi sur un coup de tête, n'avait pas hésité une seule seconde à tirer l'analyste de ce mauvais pas, alors qu'il aurait pu simplement sauver sa peau. Les choses avaient parfois une façon ironique de se mettre en branle. La porte de la chambre s'ouvrit, extirpant Léocard de ses pensées. Dans l'embrasure, il reconnut la forte carrure de son adjointe.
ce qui lui arracha un large sourire. Jen, Paravara, quel plaisir de te revoir. Moi de même, monsieur. Je croyais qu'on ne vous reverrait jamais. Il se leva de sa chaise en gardant sa main sur ses points de suture et serra fermement la main de Jen. Nous aurons le loisir de discuter plus tard, dit-elle. Mais il y a quelque chose qui requiert votre attention. Quoi donc? Une de nos patrouilles est revenue avec un visiteur parmi eux. Un visiteur? Qui? Aucune idée. Personne ne voulait rien me dire. Léocard fronça les sourcils. Il n'avait ni l'envie ni l'énergie de bouger, mais la curiosité était plus forte que sa flemmardise. Il se résigna à se vêtir d'une tunique, puis suivit Jen jusqu'à l'entrée de l'usine, où l'escouade terminait d'atteler ses chevaux. Parmi les adeptes, Léocard reconnut aussitôt le visiteur, constatant maintenant pourquoi il n'avait pas voulu s'annoncer. Les traits du limier étaient restés imprimés dans l'esprit du chef de la mangouste depuis leur altercation dans les égouts. Ses dents se serrèrent davantage à chaque pas qui le rapprochait de lui. Léocard n'avait qu'une envie, celle de se jeter sur lui et de le tabasser comme il avait voulu le faire plus tôt. Sa respiration devint lourde. « Je vais vous éviscérer sur place, espèce de... » Quiridon recula d'un pas, essayant de calmer le jeu. Ni le limier, ni les membres de la patrouille n'arrivaient à croire que Léocard ait échappé à sa détention. « Surtout ne faites rien de brusque, que vous pourrez regretter, » l'avertit Quiridon. Le chef de l'escouade, voyant que Léocard ne reculerait pas, s'interposa. « Arrêtez! Ce jeune homme nous a sauvés d'un groupe de mages! » Léocard battit les paupières frénétiquement. « C'est un stratagème, dit-il. Ce salaud est notre ennemi. » Il poussa la chef de l'escouade pour se jeter sur le limier. D'un geste désespéré, Quiridon se replia, levant les mains en l'air pour manifester ses bonnes intentions. « Nous sommes du même côté, tenta Quiridon. Le magistère avait tort sur toute la ligne. J'avais tort. » Léocard s'arrêta. Il prit plusieurs respirations, considérant longuement le limier ainsi que la chef de l'escouade. Il desserra les poings, essaya de retrouver son calme. Quiridon venait d'admettre qu'il s'était trompé. Voilà déjà un pas en avant pour le chef de la mangouste. « Vous n'auriez pas pu découvrir ça plus tôt, » dit Léocard. « C'est vous qui avez précipité les choses. Ce qui se passe dehors, c'est votre faute. » Le limier baissa la tête. « Je sais, mais n'importe quel limier aurait tiré les mêmes conclusions. On nous a manipulés. Je sais que des mages sont derrière ces meurtres. » Léocard soupira. Malgré ses excuses, il ne pouvait pas s'empêcher de blâmer le limier pour la vitesse à laquelle le magistère était passé à l'action, sans avoir la certitude que son groupe était derrière ces meurtres. Quiridon pouvait voir le conflit, l'hésitation dans les yeux de Léocard. Il s'avança d'un pas de plus, déterminé à essayer de le raisonner. « Écoutez, nous n'avons plus le temps d'être ennemis. Nous devons nous entraider. » Le chef de la mangouste ravala sa salive avant d'expirer bruyamment. « D'accord, mais je ne vous fais pas confiance pour autant. »« Parce que je suis mage? »« Non, parce que vous êtes un imbécile. » Léocard avait le sourire en coin. Quiridon l'imita, incertain quant au fond de ce sourire malicieux. Il avait eu une vague de soulagement parmi les membres de l'escouade, heureux que la conversation ne se termine pas en effusion de sang. Même dans les pires moments, le sens de l'humour s'avérait être une bonne façon d'alléger l'ambiance. Le chef de la mangouste retrouva son sérieux. Il sentait la nécessité de raconter au limier les circonstances qui l'avaient mené jusqu'ici. Le fourgon qui me transférait à Girgarde a été surpris par des attaquants. Des mages. Plusieurs policiers ont trouvé la mort, mais votre collègue, le commissaire Gall, s'en est sorti. Il a été grièvement blessé. Quoi? Échappa Quiridon avec stupéfaction. Laissez-moi le voir. Léocard acquiesça, faisant signe au limier de le suivre pour l'amener au 2e étage. Sur leur route, ils croisèrent des soldats, des médecins et d'autres partisans, donnant ainsi l'occasion à Quiridon de constater l'organisation étroite et les ressources du groupe. Le protecteur en question, qui était derrière tout cela, devait vraiment avoir des réserves financières considérables, pensa Limier. Ils arrivèrent enfin devant la chambre de Gall, dans laquelle ils trouvèrent le vieux policier, toujours inconscient, étendu sur un lit de camp. Le regard de Quiridon dévia cependant en direction de la chaise située dans le coin de la pièce, sur laquelle sa sœur était assise.
Leurs regards se croisèrent. Ébahis, Ambre figea d'un seul coup. « Quéridon? Qu'est-ce que tu fais ici? » « Je pourrais te poser la même question, répondit-il. Dans l'embrasure de la porte, Léocor était aussi estomaqué qu'eux deux. « Vous êtes apparentés? » « Ça ne se remarque pas, fit Ambre. » Il haussa les épaules. « Peut-être le caractère? » Quéridon s'approcha de sa sœur, le visage affaissé. « Tu étais avec eux pendant l'attaque? » demanda-t-il. « Ah, c'était horrible, Kiri. Sans Léocor, je serais morte à l'heure qu'il est. Et Gal aussi. » Le limier sentit ses yeux s'humidifier. Il était passé à un cheveu de perdre la seule famille qui lui restait. Il se tourna vers le chef de la mangouste, le remercia d'un solennel signe de tête qui lui renvoya. « Il est tard, dit Léocor. Je vais vous laisser. Vous avez sans doute beaucoup de choses à vous dire encore. Dormez ici ce soir. Limier, vous avez bien mérité un peu de repos. » « Je vous remercie, répondit Quéridon. Mais je dois retourner au magistère et essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Léocor fronça les sourcils. À quoi bon? Vous allez être pris pour un illuminé. J'ai espoir que Wake m'écoutera. Si j'arrive à prouver que vous avez été manipulé, vous aussi, les gens auront une vision différente de ce qui s'est passé. Manipulé? Je ne suis pas certaine de comprendre. Quéridon et Ambre se regardèrent. Le limier comprit dans le regard de sa sœur qu'ils étaient arrivés à la même conclusion. Il prit une grande inspiration, puis se tourna vers Léocor, essayant de trouver le bon ton pour lui annoncer la nouvelle. « Ce bienfaiteur dont vous nous avez parlé, il est probablement à la source même du problème, dit-il. En vous procurant toutes ces armes, il vous a rendu coupable aux yeux de la population. J'ai réfléchi et la coïncidence avec ces meurtres anti-magie est trop étrange. » Léocor essaya d'absorber l'information, mais Quéridon poursuivit sur sa lancée. Je crois même que ce protecteur pourrait avoir lui-même planifié ces meurtres. Quelqu'un qui connaît assez bien la magie pour recruter des mages à sa solde, des assassins qui auraient maquillé ses attaques pour les mettre sur votre dos. Le limier marqua une pause, laissant le temps au chef de la mangouste de considérer cette pensée visiblement. Visiblement, celui-ci n'avait jamais émis de doute sur la provenance de toutes ces ressources utilisées pour le bien de sa cause. « Attendez, vous pensez qu'on aurait financé mon organisation dans le but de la détruire? C'est tiré par les cheveux. » Au contraire, s'immisça Ambre. Mon frère a raison. Le fait de voir un groupe anti-magie comme le vôtre devenir aussi radical va victimiser les mages. Et leur donner plus de pouvoir pour se libérer de leurs conditions. Si vous avez le moindre renseignement sur ce protecteur, cela pourrait aider votre cause. Je n'ai pas de nom. Et je n'ai jamais vu son visage directement. Ça pourrait être n'importe qui. Il baissa le regard et se massa le cou, embarrassé. Peut-être que vous avez raison, poursuivit-il. Maintenant que vous le dites, je me sens idiot de ne pas avoir mis en doute les motifs de cet homme. J'étais emballé par ses promesses, par sa vision des choses. Il ne faisait qu'assouvir vos ambitions, affirma Quéridon. Vous n'êtes pas blâmé. Après tout, votre groupe a presque triplé ses membres depuis que vous avez reçu ses dons. Avec les moyens du magistère et de la division, je suis sûre que nous arriverons à éclaircir tout ça. C'est pourquoi je dois rencontrer Wake au plus vite. Le limier se surprit à prononcer ces mots. Lui qui, quelques heures plus tôt, semblait avoir perdu espoir, voyait maintenant une issue se profiler à l'horizon. Peut-être était-ce le fait de voir tous ces gens à l'intérieur de l'usine, ces innocents menacés par une guerre qui n'était pas la leur. C'était un conflit entre mages, pensa Quéridon. Et les limiers se devaient d'y mettre fin. Léocor lui hocha la tête, l'énergie du jeune mage lui pesait. « Je viens avec toi, dit Ambre. » Quéridon et Léocor se tournèrent d'un seul coup vers l'analyste, qui s'était déjà levé de sa chaise, les yeux débordants de détermination. « Quoi? Non, c'est hors de question, trancha son frère. C'est non négociable, nous avons l'occasion d'arrêter cette guerre et je ne veux pas rester ici pendant que des gens sont en train de mourir. » Les traits du limier se plissèrent. Il hésitait, connaissant trop bien sa sœur pour savoir que cette raison n'était pas suffisante. Ambre n'était pas du genre à vouloir jouer les héroïnes. Il devait y avoir autre chose.
Peut-être que tu devrais rester ici et veiller sur Gal, renchérit Kiridon. S'il se réveille et qu'il est entouré de gens de la mangouste, il va péter un câble. Tu vas avoir besoin de moi, Kiri, dit-elle. Pourquoi? Parce que je crois savoir qui est derrière tout ça. Chapitre 14. Le magistère n'était plus ce qu'il était. Surveillé par une trentaine de soldats, le bâtiment évoquait davantage un bunker qu'une institution démocratique. Kiridon et Ambre descendirent de leurs chevaux, puis approchèrent de la zone, franchissant une rangée de cadavres qui mêlaient policiers et manifestants. Seul le vent était audible sur la plus grande rue de la ville, portant avec lui un air frigorifiant qui gelait leurs articulations. Avant même qu'ils ne pussent apercevoir les grandes portes du magistère, ils furent repérés par des vigies qui encerclaient le secteur. Un groupe de soldats se dirigeait alors dans leur direction, braquant leurs armes sur eux. « Haut les mains !» hurla le soldat en tête de file. Ambre et Kiridon s'exécutèrent, restant complètement immobiles, s'attendant à ce que le groupe vienne à eux. L'officier supérieur s'approcha en les dévisageant. Il reconnut le manteau de feutre grisâtre de l'analyste, identique au sien. Il fit signe alors aux autres soldats de baisser leurs armes. « Je suis le capitaine Lachlan, dit-il. Faites demi-tour. Le magistère est fermé à tous en attendant la fin de la crise. Reportez-vous au commissariat. » Kiridon secoua la tête. Lui, comme sa sœur, n'avait pas l'intention de rebrousser chemin maintenant. « Nous devons parler au magistrat Wake. C'est de la plus haute importance. C'est de la plus haute importance, lança le limier. Ma collègue, Tara Rordan, a dû venir il y a quelques heures. J'étais avec elle. Le limier Rordan, répéta Lachlan. Le jeune mage soupira. Il commençait à être un peu offensé de ne jamais être reconnu par les gardes du magistère, alors que ses collègues avaient tous une réputation. Il glissa la main dans sa poche de son manteau, ce qui mit toute la troupe de soldats en état d'alerte. Lachlan tira le chien de son arme. « Stop! » Un instant, nul besoin de paniquer, dit Kiridon. D'un geste lent, le limier retira le médaillon d'ébène de sa poche et le présenta au capitaine. L'un des soldats s'avança et chuchota quelque chose dans l'oreille de Lachlan. Celui-ci acquiesça. « Je vois. Vous devez être Kiridon Magellan, dit-il. »« Voilà, c'est exact. » Lachlan ne savait pas trop comment réagir. Il se tourna vers le soldat et échangea à nouveau quelques mots inaudibles avec lui. Ils hochèrent la tête. Kiridon commençait peut-être à se forger un nom, lui aussi. « Je vais vous demander de nous suivre, » ordonna le capitaine. Kiridon se tourna vers sa sœur pour lui faire un clin d'œil. Il s'était imaginé qu'il serait beaucoup plus difficile d'avoir accès au magistère. C'était à peine si les gardes avaient daigné regarder Ambre. Ils suivirent alors le groupe de soldats jusqu'à la porte, où d'autres se joignirent à eux. Lachlan donna son pistolet à son collègue et sortit un objet métallique d'une bourse accrochée à sa ceinture. D'un geste rapide, il passa les menottes au poignet de Kiridon, tandis que l'un de ses collègues fit de même pour sa sœur. « Quoi, s'insurgea Limier? Qu'est-ce que vous faites? »« C'est la procédure, dit Lachlan. J'en doute. Pour vous, ce l'est. » Deux soldats se chargèrent d'ouvrir la grande porte pour y faire entrer les deux visiteurs, suivis par la capitaine ainsi qu'une petite troupe d'escorte. Le hall du magistère était occupé par une multitude de gardes armés et de quelques élus qui n'avaient pas eu le temps d'évacuer avant la fermeture des lieux. Kiridon sentit son cœur s'accélérer. Il ne voyait pas de raison qui aurait pu pousser les policiers à l'arrêter ainsi sans sommation, mais il était curieux de le découvrir. Le limier jeta un regard à sa sœur, visiblement terrifié par ce traitement. Les lèvres pincées, les yeux fuyants, Ambre frémissait. Son frère, lui, n'était pas gêné par les fers. Il savait qu'il pourrait s'en libérer le moment opportun, à moins qu'on ne le frappe encore d'un coup de roue. Maintenant, au 4e étage, Lachlan conduisit les prisonniers jusqu'à l'intérieur de la division des limiers. Se dressait devant eux le long couloir qui menait jusqu'au bureau de Wake. Le capitaine cogna à 2 reprises, puis se retira. La voix du magistrat fit écho au travers de la porte. « Entrez !» Kiridon tressaillit. Jamais n'avait-il pensé que le timbre de la voix de son mentor lui ferait cet effet. Ce son qu'il trouvait d'ordinaire apaisant et source de conseil lui inspirait tout à coup la peur. Lachlan tira la poignée et fit signe à Ambre et à Kiridon d'entrer. Assis, confortablement à son bureau, Wake était accompagné de Tara et de Vivienne Nard, la rectrice du pensionnat. « Qu'est-ce que c'est que cet accueil, Wake ?» lança Kiridon. « Mille excuses, je ne savais pas qu'il irait si loin. »
Les poings du jeune mage se serrèrent. « Sildris! » D'une vive lumière rougeâtre, la chaîne qui reliait ses fers fondit aussitôt. « Je n'ai pas le temps de perdre avec ces enfantillages, fit-il. Il faut que nous parlions. » Je suis d'accord, oui. Tara m'a fait peur de vos découvertes à l'appartement de la victime, et je dois t'avouer que je trouve cette accusation très grave. Kiridon se tourna vers Tara, cherchant l'approbation de son regard. Mais celle-ci détourna les yeux, préférant fixer le sol plutôt que le visage de celui qu'elle avait embrassé quelques heures plus tôt. Son embarras trahissait son désaccord. « Ce que je trouve grave, moi, reprit le limier, c'est que vous vous obstiniez à voir le mal dans la mangouste, alors qu'ils sont clairement innocents. » Wake resta silencieux. Kiridon voyait maintenant clair dans le jeu de son mentor, qui continuait de manier les faits à sa guise pour nourrir sa cause. Le jeune mage fit plusieurs pas pour se rapprocher du bureau, foudroyant du regard l'homme en qui il avait autrefois placé toute sa confiance et son admiration. Wake, si le tiers de ce que j'avance est vrai, toute la ville a été manipulée par des mages. Si ça se trouve, ils essaient de perturber l'œuvre des invocateurs et de ramener les mages au cœur du pouvoir. Le magistrat sourcilla, affichant un rictus. Les invocateurs, vraiment? Assise sur un siège au biais du bureau, Vivienne ne savait plus trop où se placer. Jamais Kiridon ne l'avait vue jeter sur un pensionnaire un regard aussi sombre que celui qu'elle lui infligeait à cet instant. Le limier était dégoûté. Il avait l'impression d'être cerné de toutes parts par des gens qu'il considérait comme ses alliés. Vivienne se leva. Kiridon, implora-t-elle, pourquoi te retournes-tu contre les tiens ainsi? Nous devons nous serrer les coudes, nous battre contre cette menace. Ambre s'avança pour venir rejoindre son frère. La véritable menace, elle se trouve dans cette pièce. Votre inaction va plonger Avos dans une guerre qui va durer des mois. Nous devons arrêter l'assaut sur la mangouste. C'est ridicule, dit Wake. Elle marqua une pause. Et même, peut-être que c'est vous, magistrat, qui a financé la mangouste pour mettre en branle votre petit programme politique. Il y eut un long silence. Tous se tournèrent vers Ambre, le regard grave. Wake, le visage surpris, accueillit pourtant l'accusation avec un calme terrifiant. La mangouste était extrémiste avec ou sans mon intervention. Viviane fronçit les sourcils. Ambre également. Cette soudaine admission de culpabilité figea le sang de tous les occupants de la pièce. « Quoi? » dit Vivienne. « Je croyais que... J'ai fait ce qui était nécessaire, » déclara Wake. « J'ai redonné aux nôtres le pouvoir dont ils ont trop longtemps été privés par des ignores qui pensent avoir le dessus sur nous. » Je n'arrive pas à le croire. Viviane recula, essayant de réagir le plus calmement possible à cette situation abracadabrante. On voyait dans sa posture vacillante qu'elle avait du mal à garder son sang-froid. « Tara, je vous somme d'arrêter le magistrat Wake. Je crois que notre haut n'a plus toute sa tête. » Rordan acquiesça, puis dégaina son épée. Wake porta subitement sa main à sa ceinture et empoigna sa dague qui enfonça dans la gorge de Viviane avant de se tourner vers Tara pour la repousser d'une puissante secousse éolienne. Lévitant dans les airs, celle-ci échappa à son arme, puis fut violemment projetée contre la bibliothèque, faisant basculer avec elle plusieurs étagères qui s'écrasèrent au sol. Kiridon hurla. Vivienne Nard était à terre, luttant pour respirer, alors que ses poumons s'inondaient de sang. La vie quitta lentement son regard, avant que sa respiration fragile ne se tût, laissant planer dans ses yeux globuleux une ultime sensation d'urgence. « C'est impossible, dit le jeune mage. Vous ne devriez plus pouvoir. »« Utiliser la magie » répliqua Wake en ponctuant sa phrase d'un petit rire étouffé. « C'est l'une des choses que les invocateurs ont réussi à éradiquer, tu vois. Nous sommes tellement conditionnés à nous faire contrôler par le magistère que nous avons oublié la nature même de la magie. Nous avons oublié le véritable chemin qu'Avara a tracé pour nous sur cette terre. Mais vous êtes fous! » Kiridon n'en croyait pas ses oreilles. Alimenté d'une rage destructrice, il empoigna dans son dos sa propre épée bâtarde et sauta sur le bureau, s'élançant à l'assaut du magistrat. Wake bloqua un premier coup avec sa dague, puis poussa le meuble avec son pied pour déstabiliser le limier. Celui-ci riposta d'une boule de feu qui embrasa tout sur son passage.
Wake lâcha la dague sur le sol et concentra ses forces magiques pour l'attaque du mage. Une rafale de vent vint à la rencontre du feu ravageur et l'éteignit peu à peu. Le magistrat envoya une seconde bourrasque sur le limier pour le faire trébucher. « Nous n'avons pas besoin de nous battre, hurla-t-il au travers du sifflement du vent. Je n'ai pas envie de te tuer, Kiri. Son ancien disciple ne répondit pas. Le magistrat mordait la poussière. Le manche de son épée devenait tout à coup glissant, ses mains moites. Il resta au sol un instant, essayant de reprendre son souffle, puis s'appuya sur son arme pour se relever. « Il y a d'autres invocateurs, dit-il. » Wake acquiesça, ramassant la dague au sol pour la poser sur le bureau d'un geste lent. « Plusieurs, oui. Et cela fait un moment qu'ils opèrent sous notre nez. Les mages se sont éveillés. Nous pouvons les aider à reprendre ce qui est à eux. Tu peux aider. » À quelques mètres de là, Ambre observait la scène avec effroi impuissante. Elle était terrorisée par le calme et le pragmatisme du magistrat, qui venait pourtant de tuer l'un des mages les plus importants d'Avost. « Kiridon, tu n'as pas à négocier avec ce psychopathe. Il essaie de te... »« Attends, répondit-il. » Ambre fulminait sur place. Elle ne pouvait pas croire un seul instant que son frère était prêt à l'écouter. Wake fit un pas vers le bureau, enjambant la dépouille inerte de l'ex-rectrice du pensionnat, et posa ses mains sur 2 tasses qui reposaient sur le service à thé. Il les retourna à l'endroit et versa ce qui restait à l'intérieur de la théière avant de présenter l'une des tasses au limier. « Je n'ai pas soif, » trancha Kiridon. « Comme tu veux. » Wake but son thé à petites gorgées, sans toutefois détourner son regard des Magellan. On entendit plusieurs craquements. Tara se releva, un arc électrique formé entre ses doigts, prêt à attaquer de nouveau. Le magistrat fronça les sourcils. « Dis à ta collègue de cesser son cirque si elle ne veut pas subir le même sort que la pauvre Madame Nard. » Kiridon déglutit. « Très bien, céda-t-il. Tara, laisse-le terminer. » Rordan hésita. L'occasion d'attaquer le conseiller ne se représenterait peut-être pas. Mais s'il y avait une façon d'éviter une nouvelle infusion de sang, elle était prête à l'entendre. Le sortilège électrique se dissipa dans sa paume, faisant baisser la tension d'un cran. Wake vida tout le contenu de sa tasse et inspira avant de reprendre la conversation. Ce petit plan que j'ai élaboré, s'il était connu de la population, mènerait à la fin des limiers et à l'éclatement du monde magique. Vous pouvez aller crier tout ce que vous voulez sur les toits, mais si le magistère a le moindre doute que vous m'avez aidé, vous serez tous mis à mort, ainsi que le reste de la division. Il va sans dire. Ambre leva les yeux au ciel consterné. « Cela fait beaucoup d'hypothèses dans une même phrase, » fit remarquer l'analyste. « Es-tu prête à mettre la vie de ton frère là-dessus, Ambre? Et celle des centaines de mages innocents? » Le magistère ne s'arrêtera pas là. Il prendra des mesures pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Kiridon s'interposa. « Et c'est votre faute. Je ne laisserai pas les invocateurs diriger à Voss sous prétexte que c'est la bonne chose à faire. » Wake soupira. Il n'avait assurément pas pensé un seul instant que ses manigances seraient exposées avant l'achèvement de son œuvre. « Il existe une autre solution, proposa-t-il finalement. Une solution qui rétablira l'équilibre magique tel qu'il doit être. » Il désigna alors la dague encore dégoulinante du sang sur le bureau. « Kiridon Magellan, le jeune limier qui s'est pris d'affection pour la mangouste et qui a assassiné le magistrat Damon Wake, une fable merveilleuse qui fera en sorte que les limiers conserveront leur pouvoir et que je ne serai plus dans le tableau. Tout le monde y gagne. » « Cela ferait de vous un martyr, ragea Kiridon. C'est le prix à payer si tu ne veux pas condamner avec toi toute ton espèce. » Le limier se tourna vers sa sœur, dépossédée. Il n'arrivait plus à raisonner correctement. « N'y pense même pas, s'immisça Ambre. Nous trouverons bien une explication à donner au magistère, ce n'est pas l'important. » « Au contraire, répondit Kiridon. Wake a raison. Si les limiers ont été mêlés de près ou de loin à cette histoire, plus jamais un mage ne foulera le sol du magistère. C'est un risque que nous pouvons courir, dit Tara. Kiridon désapprouva de la tête.
Il ne pouvait pas supporter la responsabilité de réduire à néant les seuls droits qu'avaient conservé les siens après l'insurrection. Seulement, il aurait aimé que ce choix soit moins lourd de conséquences. « Sortez de la pièce, je vous en prie, » balbutina Limier. « Qui? Moi? » dit Ambre. « Vous deux, » répondit Quiridon en regardant Tara. Ambre agrippa son frère par le bras, ses mains toujours menottées. Elle entrevit dans ses yeux bleus l'hésitation latente d'un choix encore en conflit. « Tu n'as pas à faire ça, Kiri, S'il te plaît, ne rends pas la chose plus complexe. » Ambre se tut. Sa poigne se desserra, puis elle recula de quelques pas. Elle comprit la seconde suivante qu'elle n'était pas en mesure de l'aider à faire ce choix, qu'il devait en décider seul. Tara s'approcha de Quiridon, les paupières humides. « S'il te plaît, Tara, » dit le limier. « Amène Ambre en bas, et assure-toi auprès du capitaine Lachlan qu'elle puisse partir à sa guise. Il faut que je sois le seul responsable. » Tara s'avança vers le jeune mage et le lorgna un instant. Ses lèvres se joignirent aux siennes, l'espace d'une fraction de seconde. Il ferma les yeux, elle aussi. Ce baiser était sans doute le dernier qu'ils échangeaient. Ambre sursauta sur le coup, presque surprise de savoir que son frère était capable de rapprochements intimes. Tara se retira rapidement et, sans dire un mot, fit signe à Ambre de la suivre. Elles s'éloignèrent dans le silence d'un pas incertain. Quiridon se retourna vers Wake, ne pouvant pas se permettre de regarder leur départ. La porte se referma derrière eux, laissant le limier seul à seul avec son mentor. « Non seulement je vais mettre fin à vos manigances, dit-il, mais je vais également retrouver ces nouveaux invocateurs et les exterminer. »« Je vois, » concéda Wake, amusé. Le magistrat se rendit jusqu'à la bibliothèque complètement à l'envers. Il scruta les rayons encore intacts, puis arrêta son choix sur un bouquin non identifié. Wake semblait connaître par cœur l'emplacement de la page qu'il cherchait. Il lut à voix haute l'un des passages inscrits sur la page. « Itar vi Otmour » Quiridon traduisit le mot à mot le longarien dans sa tête. « Tu sais ce que ça veut dire? » demanda Wake. « Oui, bien sûr. » Le magistrat hocha la tête, refermant le livre. Il s'agit de la première phrase d'un cantique qui sert de code aux invocateurs. Je te la lègue. Le livre qu'il tenait dans ses mains se consuma alors dans un tourbillon d'étincelles qui s'éclipsèrent aussitôt, emportant avec elles le secret de cet ordre. Tu sauras quoi en faire si vraiment c'est ce que tu recherches. Le jeune mage se figea, se demandant pourquoi Wake lui fournirait la moindre aide. Peut-être agissait-il d'un autre procédé visant à le manipuler, pensa-t-il. Quiridon n'avait plus qu'assez de cette attitude désintéressée au-dessus de tout qu'affichait son mentor. Du haut de sa tour d'ivoire, Wake ne semblait pas se rendre compte de tout le mal que lui et ses complices avaient accompli. Le limier s'empara alors de la dague sur le bureau, le scrutant d'un œil intéressé. « Tu as intérêt à courir rapidement, dit Wake. J'ai déjà averti la police que tu n'es pas censé quitter cette pièce vivante. Je vous faisais confiance. C'est une erreur que tu as maintenant la chance de réparer. » Quiridon attendit encore quelques secondes, donnant le temps à sa sœur et à Tara de sortir saine et sauve du magistère. Il fallait qu'elle soit lavée de tout soupçon. Il regarda à nouveau la dague, n'arrivant pas à croire ce qu'il s'apprêtait à faire. D'un seul geste, il s'élança vers Wake et le poignarda en plein cœur, coupant aussitôt le souffle du magistrat. Son dernier regard dura une seconde à peine. Le haut limier tenta de hurler en vain. Il n'eut pas le temps de prononcer le moindre son que ses muscles avaient déjà abandonné. Quiridon retint sa chute et déposa son corps contre le sol froid du bureau. L'hémoglobine s'écoulait en abondance dans les fissures du marbre. Chapitre 15. Son poignet était instable. Il laissa tomber la dague au sol et tenta de calmer sa respiration. Son cœur battait la chamade. Quiridon regarda longuement le corps inanimé de Wake, essayant de rationaliser cet acte dégoûtant. Il n'y arrivait pas. Il avait beau se répéter qu'il s'agissait de la seule façon de préserver la division des limiers, il avait honte. Rester figé là, en revanche, n'arrangeait rien.
Le jeune mage s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit, espérant trouver une façon de descendre les 4 étages sans repasser par la porte principale. Faisant attention de ne pas trébucher, il enjamba l'ouverture et posa le pied sur la corniche, avant de se déplacer prudemment jusqu'au coin du bâtiment. L'air était glacial et les flocons lui irritaient le visage. Le jeune mage se cramponna, puis descendit jusqu'à l'étage inférieur en mettant ses pieds contre les châssis des vitraux. Il répéta l'exercice pour aller plus bas encore, mais manqua de glisser, faisant dégringoler un morceau de glace accroché à la corniche. Celui-ci vint se briser contre le trottoir, attirant l'attention des 2 patrouilleurs qui passaient par là au même moment. L'un d'eux releva les yeux curieux, puis aperçut Quiridon en train d'escalader périlleusement le mur. « Le limier! Là! » Le second soldat se tourna dans la direction pointée par son collègue et sortit son pistolet en voyant le manteau noir du fugitif voler au vent. « Toi, va partir la chlane! Je m'en occupe! » Le patrouilleur s'exécuta. Coup de feu. La balle fit éclater le vitrail juste à côté de Quiridon. Second tir. Encore raté. Cette fois, ce fut une partie du mur qui vola en éclats, alors que le jeune mage faisait tout son possible pour descendre d'urgence. D'un coup de tête, il s'élança depuis la corniche, contrôlant magiquement l'air pour atténuer sa descente. Le garde tira de nouveau, atteignant finalement sa cible. Quiridon termina sa chute sur son adversaire, le plaquant immédiatement au sol. Il roua le policier de coups de poing avant de ramasser l'arme du patrouilleur par terre pour lui asséner un violent coup de crosse au visage. Plus de réaction. Il l'avait tué. Essoufflé, Quiridon tira son manteau et regarda la plaie béante qu'il avait à l'épaule. Il appuya fortement sur la blessure pour empêcher le sang de s'écouler, puis prit une grande respiration avant de se relever. Au loin, une dizaine de soldats se ruaient vers lui, menés par le collègue de celui à qui il venait d'enlever la vie. Quiridon courut, alimenté par l'énergie du désespoir. Il sortit son propre pistolet de son étui et tira à l'aveuglette en direction du groupe. Une fois son baril triangulaire épuisé, il jeta l'arme au sol et continua sa course, entre les rues étroites du quartier du Magistère. Il entendait derrière lui le policier crier des ordres et des menaces à ceux qui n'arrivaient pas à l'appréhender. Quiridon tressaillit. Dans des moments comme celui-ci, il regrettait fortement de ne pas avoir pris le temps d'apprendre la magie curative. Il tourna à gauche, arrivant dans un couloir se terminant en cul-de-sac. Devant lui, une grande clôture de bois lui barrait le chemin. Le jeune mage se concentra et envoya une boule de feu qui détruisit une partie de la barrière, laissant un trou juste assez grand pour laisser passer un homme. Quiridon savait cependant qu'il n'arriverait pas à semer ses ennemis à cette vitesse. Rapidement, il s'éloigna de la barrière et trouva refuge dans une entrée de service, espérant que son subterfuge parviendrait à leurrer les soldats. Le groupe de poursuivants tourna le coin, leur lieutenant pointa le trou de la clôture en hurlant à ses subordonnés de continuer par là. Quiridon souffla. Il n'avait même pas pris le temps de se questionner à savoir s'il avait laissé des traces dans la neige. Il attendit 1 minute ou 2, le temps que le groupe de la patrouille de patrouilleurs s'éloigna, suffisamment pour rebroussa chemin pour retourner sur la grande allée. De là, il retrouverait son chemin jusqu'au quartier industriel sans problème. Il devait absolument parler à Léocard, admettre son échec. D'une rue à l'autre, il errait lentement, baissant la tête à chaque rencontre en priant pour ne pas être reconnu. Wake l'avait damné. Plus jamais il ne pourrait circuler dans Avos sans y risquer sa peau. Il traversa quelques rues passant par la défunte place commerciale au coin de Swan et du Caire, puis poursuivit dans le quartier résidentiel d'à côté, connaissant les routes les plus discrètes pour retourner à l'usine. Chaque pas lui semblait plus lourd, plus raide. Il devait se rendre à l'évidence, il ne parviendrait pas sans se vider un peu du sang qui lui restait. Il sentait l'épais liquide s'infiltrer entre ses doigts, alors qu'il s'appuyait toujours plus fort pour stopper l'hémorragie. Les gouttes qui échappaient à la pression de sa paume dégoulinaient le long de son manteau, laissant dans la neige une multitude de points rouges qui imbibaient le sol. Quiridon grogna tout en continuant d'avancer, balayant du regard de gauche à droite les immeubles devant lui. Il reconnaissait ce quartier. Peut-être n'aurait-il pas à mourir en plein centre de la rue. Le jeune mage tourna dans une allée et déboucha sur une place en cercle. Un puits gelé siégeait en son centre. Il regarda aux alentours pour vérifier que personne ne l'observait, puis monta les marches menant à la porte de l'une des maisons. Il essaya d'ouvrir, mais elle était évidemment verrouillée. Quiridon cherche sous le paillasson la clé de secours sans la trouver. Il devait alors forcer la porte de la maison de sa sœur. Discrètement, il agita sa main près de la serrure et murmura le sortilège du cylindris pour faire fondre le loquet.
En quelques secondes, la porte s'ouvrit d'elle-même, laissant l'air chaud de l'intérieur s'échapper au grand froid. Chiridon entra et referma derrière lui. Il souffla un instant, appréciant la température tempérée du logement, pourtant inoccupé depuis des jours. Il se rua à la cuisine aussi vite qu'il lui permettait son corps, puis fouilla dans les tiroirs à la recherche d'un bout de tissu quelconque qui pourrait attacher autour de sa plaie. La seule chose sur laquelle il tomba fut un chiffon servant à la conservation du pain, qui n'avait visiblement jamais servi. Cela ferait l'affaire, pensa-t-il. En se dirigeant vers le salon, il prit également avec lui un couteau ainsi qu'une cruche d'eau qui traînait sur le comptoir. Il déposa son matériel devant le poêle à bois, puis alluma un feu avec les quelques bûches que gardait Ombre dans la huche prévue à cet effet. « Vorskay !» prononça-t-il alors que les étincelles jaillirent de nulle part pour mettre le feu au bois. Pendant que les braises se formaient lentement, Chiridon retira son manteau, ainsi que sa chemise, lui permettant d'observer le trou béant qu'il avait à l'épaule. Retenant son souffle, il tâta l'arrière de la plaie, constata rapidement que la balle l'avait traversé d'un bout à l'autre. Chiridon grinça des dents en même temps qu'il soupira de soulagement. Il n'aurait pas à extraire une balle, mais probablement resterait-il des éclats à l'intérieur de son articulation. Le jeune mage s'empara du couteau et le posa près de la braise. Il n'y avait qu'une façon de savoir si des résidus du projectile étaient logés dans son épaule. Son souffle s'accéléra. Il perdait trop de sang. Se massant le front, il faisait de son mieux pour essayer de se souvenir de la formule qu'il cherchait. Sa main droite tremblait terriblement alors qu'il l'approchait de la plaie. Chiridon ferma les yeux. « Jukul magma !» Il hurla, mais essaya de garder son bras stable pendant l'opération. Sa main agissait tellement, extirpant plusieurs fragments de balles qui lacérèrent sa peau, créant de nouvelles lésions. Au moins, ce procédé évitait une infection qui aurait eu de pires répercussions encore. Il aurait souhaité avoir avec lui une bouteille d'hydromel pour atténuer la douleur. Les éclats vinrent se coller à la paume du mage, un à un, s'assurant qu'il les avait tout extraits. Chiridon les laissa tomber au sol. Ce n'était pas encore fini. Il prit le couteau et regarda alors la lame rougeoyante avant de l'approcher de la plaie. Retenant son souffle, il appuya le métal contre la blessure, lui arrachant de nouveaux cris de douleur, puis retira presque aussitôt le couteau. Avant de reprendre la moindre respiration, il répéta l'opération, plus rapidement cette fois, sur l'autre extrémité de la blessure. Chiridon laissa tomber l'arme blanche près du poêle en gémissant, et versa de l'eau de la cruche sur ses plaies désormais cautérisées. Quelques secondes à peine plus tard, un voile noir s'abattit sur lui. Le jeune mage tomba face contre le plancher, inconscient. Il faisait encore sombre lorsque Chiridon ouvrit les yeux. Il ne voyait presque rien. Le feu devait être éteint, pensa-t-il. Et il bougea pour s'apercevoir qu'une couverture le recouvrait. Il n'était pas dans le salon de l'appartement de sa sœur, mais dans un lit. Il paniqua. Son premier réflexe fut de toucher son visage avec sa main droite. Sa barbe avait légèrement poussé. Probablement 2, peut-être 3 jours. Il regarda aux alentours, plissant les yeux pour distinguer les détails dans la pénombre. Il espérait ne pas avoir été capturé par le magistère, à moisir au fond d'une cellule. Mais le lit était beaucoup trop confortable pour qu'il s'agisse d'une prison. La porte du fond s'ouvrit, laissant passer un mince filet de lumière. Il reconnut avec soulagement le salon derrière l'ouverture. On l'avait seulement déplacé d'une pièce. Ombre pénétra dans la chambre, un plateau dans la main. « J'ai entendu du bruit. Je me disais que tu t'étais enfin réveillé, dit-elle. Chiridon se mit à sourire bêtement. Une larme coulait sur sa joue droite. « Je ne pensais jamais être si content de te voir, répondit son frère. Elle s'approcha et posa le plateau devant lui. S'y trouvait du pain, des fruits secs et un verre de vin. Tu dois reprendre des forces. Tu ne manges pas beaucoup quand tu es dans le coma, mon frère. Chiridon n'eut pas à se faire prier pour plonger sa main dans l'assiette, déchirant de grands morceaux de pain avec ses doigts, avec la ferme intention de s'en empiffrer. J'ai fait des courses hier. Je n'avais plus rien dans le garde-manger. Je ne sais pas comment te remercier. C'était ça, ou alors je te laissais crever au milieu de mon salon. Donc... Il ne l'écoutait qu'à moitié, alors qu'il continuait de se ravitailler allègrement. Tu as dû rester là des heures avant que je ne te trouve, poursuivit-elle. Tu es chanceux que je ne sois pas resté plus longtemps chez la mangouste. Il envala sa bouchée et se rinça la bouche avec du vin avant de répondre. Tu es retourné à l'usine? Oui, il fallait bien que quelqu'un leur explique ce qui s'était passé.
et quand ils ont compris que leur situation ne s'améliorait pas vraiment, nous n'avions pas grand-chose à nous dire. J'imagine que Léocor a du mal le prendre. Il n'était pas spécialement emballé, mais il se rendait compte que ce n'était pas un choix évident. Au moins, ils vont pouvoir utiliser les outils dont Wake leur a fait don pour se cacher encore un moment. Il n'est pas trop tard pour eux, souffla amèrement l'ex-limier. Ambre tendit le bras vers la table de chevet et ouvrit le tiroir pour mettre la main sur un exemplaire du journal de la veille. Elle montra la couverture à son frère. En tout cas, ta sortie était pas mal remarquée. Tout le monde à l'entrée du magistère a quitté son poste et te courir après. J'espérais être plus discret. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu ne peux pas rester ici indéfiniment. On me soupçonne de rien encore, mais ils vont penser à fouiller ma maison tôt ou tard. Je sais, je vais trouver quelque chose. Mais je veux dire, et après? Les limiers seront sur ta piste. Tu ne peux pas rester caché toute ta vie. Il faut que je quitte la ville. Je vais trouver ces nouveaux invocateurs et les détruire avant qu'ils ne causent d'autres dégâts. Ensuite, peut-être que je pourrai revenir. Ambre ravala sa salive. Peut-être que Tara te suivrait. Je ne peux pas lui demander d'abandonner cette vie comme ça. Je m'en voudrais à mort. Et moi alors? Tu n'y penses pas, ta carrière, tes objectifs, Je m'en fous? C'est faux, dit-il. Ambre baissa le regard. Son frère avait raison. Une fois de plus. Il se passa un moment sans qu'elle puisse mettre des mots sur cette douleur qu'elle ressentait à l'idée de le laisser partir. Elle avait l'impression de l'abandonner. Kiridon poussa le plateau jusqu'à ses jambes et se redressa pour poser sa main droite sur l'épaule de sa sœur. Ce n'est pas comme si nous avions déjà été proches, ironisa Kiridon. Je sais que cette vie t'éloignait, mais au moins tu étais ici, je te savais sauf. Je pouvais tenir la promesse que j'avais faite à maman. Je ne suis plus un enfant, dit-il, la voix cassée. Je sais. Ils s'enlacèrent longuement, tous deux plongés dans une mélancolie propre aux trop courtes années heureuses qu'ils avaient passées ensemble. Kiridon était pétrifié. Au fond de lui, il savait qu'il n'y avait pas d'autre solution, mais il contemplait cette vie qui lui échappait avec un pincement au cœur. Ambre essuya ses yeux du revers de la main et quitta la pièce, laissant son frère terminer son repas. Elle lui accorda 2 jours supplémentaires pour lui donner le temps de se reposer et de se refaire une santé. Un onguent acheté chez l'apothicaire permit aux brûlures auto-infligées de Kiridon de se résorber légèrement. Bientôt, il était comme neuf. Les quelques heures précédant son départ, Ambre avait entrepris de laver puis de recoudre son manteau de cuir. Elle lui avait également préparé dans un sac de toile quelques rations et un peu d'argent, de quoi lui assurer une pitance de plusieurs jours. Elle avait même proposé d'étendre son séjour à la semaine, mais Kiridon avait insisté pour quitter la date dont ils avaient d'abord convenu, trouvant inutile de lui faire courir autant de risques pour rien. Sur le seuil de l'entrée, le départ s'annonçait lourd en émotions. La gorge nouée, Ambre regardait son frère enfiler ses bottes ainsi qu'un grand foulard, attachant à sa ceinture une nouvelle épée qu'elle lui avait achetée. L'ex-limier avait laissé sa barbe pousser pendant toute sa convalescence, au point où il était presque méconnaissable. Elle s'approcha, le sac de victuailles dans les mains. « Je peux savoir où tu comptes aller ?» demanda-t-elle. « Je vais commencer par le sud » répondit Kiridon, en passant par le désert noir pour éviter les postes frontaliers. Puis, avec ce froid, je pourrais bien faire usage d'un peu de soleil. Elle lui sourit, puis lui tendit le sac de toile qu'il accepta à la suite d'une courte hésitation. « Merci pour tout, dit-il. » Ambre hocha la tête sans répondre. Son regard était plus éloquent que tout mot pour conclure cette discussion. Kiridon pencha également la tête à la manière d'une révérence et tourna la poignée derrière lui pour s'éloigner lentement dans la tempête glaciale qui faisait rage dehors. Elle resta là, à l'observer marcher, jusqu'à ce qu'il ait complètement quitté son champ de vision. Croisant les bras pour braver le froid, l'ex-limier voyait disparaître ses derniers repères dans la brume blanchâtre de l'hiver. Rongé par les remords, taraudé par cette décision impossible qu'il avait dû prendre, il n'avait désormais plus en tête qu'un seul objectif qui pouvait l'aider à réparer ce qu'il avait commis. Chose certaine, il n'avait pas pu se résoudre à laisser les mages subir de nouvelles sanctions, et ce même si son choix impliquait de céder la victoire à Wake. Pas après pas, il s'éloignait, déjà plus près de son but. Ambre referma alors la porte dans un mouvement qui inscrivait un point final à cette mésaventure
qui avait fracturé ce qui restait de leur famille et qui avait réveillé un conflit en dormance depuis des décennies. Épilogue. C'était une matinée douce, l'une des premières de la nouvelle saison. Les bourgeons coloraient les quelques arbres de la grande allée, tandis que les derniers amas de neige fondaient paisiblement sur les trottoirs. Le commissaire Gall resserra la ceinture de sa jaquette d'hôpital et expira la fumée nauséabonde de son cigare, alors qu'il feuilletait le dernier rapport qu'on venait de lui apporter. « Vous devriez rentrer, commissaire. Il fait trop froid pour sortir ainsi, » dit l'infirmière qui l'accompagnait sur le balcon. « Si c'est pour entendre les autres glandus tousser à longueur de journée, non merci, je préfère le froid. Vos points de suture vont céder. Eh bien, vous n'aurez qu'à les refaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? » L'infirmière souffla. Elle commençait à être accoutumée à cette constante lutte que le commissaire menait pour obtenir ce qu'il voulait. Mais cette fois, elle n'était pas prête à le laisser gagner si facilement. « Asseyez-vous sur le fauteuil roulant au moins, je vous en prie. Je suis capable de me tenir debout, non? Non, justement. C'est aussi vacillant que la politique de cette ville. » Gall répliqua d'une nouvelle bouffée de fumée sombre qu'il expulsa en direction de la garde malade, l'emboucanant jusqu'à l'étouffer. « Vous voyez, c'est vous qui devriez y retourner, » dit Gall. « Vous toussez comme les autres malades. »« Je n'ai pas le choix, » rétorqua-t-elle. « Je dois veiller à ce que... » « Veillez donc à votre propre vie, ma pauvre fille, et laissez les honnêtes gens vivre la leur. Vous n'allez pas vivre très longtemps si vous vous obstinez à... À quoi? À vous casser les pieds? Je commence à peine à m'échauffer. » L'infirmière rendit les armes et s'excusa un instant, prenant soin de laisser la porte ouverte derrière elle alors qu'elle retournait à l'aile ouest de l'hôpital. Gall inspira profondément, satisfait de s'être débarrassé de sa présence importune. Il vérifia qu'elle était bien partie, puis prit place dans le fauteuil roulant, continuant de lire son rapport avec attention. À vrai dire, le commissaire n'avait presque aucun moment de solitude depuis son admission, étant constamment dérangé par le personnel infirmier ou par ses propres employés, qui le bombardaient sans cesse d'informations. Car Gall avait, dès son réveil, complètement balayé l'idée de déléguer ses tâches et préférait plutôt opérer depuis sa chambre en attendant de retrouver ses forces. Il écrasa le mégot de son cigare sur l'accoudoir du fauteuil et le jeta au sol avant de terminer sa lecture. Encore de nouvelles arrestations de membres connus de la mangouste, lisait-il. Chaque jour, la menace diminuait. Les actes violents à travers la ville avaient cessé et l'ordre serait bientôt rétabli. Léocor était encore au large. Gall comptait bien mettre les efforts nécessaires pour capturer ce terroriste et l'amener devant la justice. Le commissaire entendit des pas approcher dans sa direction, frappant contre le sol de pierre. Ce devait être la garde malade qui revenait lui gâcher son moment, pensa-t-il. « Je vous avertis, si vous êtes revenu me gonfler, je présente une plainte à la direction de l'hôpital à la première heure demain. » Je ne sais pas trop ce qu'il pourrait faire. Il s'arrêta, bouche bée. Ce n'était pas la voix âcre et désagréable de celle qui veillait sur lui. Un sourire s'esquissa sur les lèvres de Gall, qui se retourna pour apercevoir Ombre dans le cadre de la porte du balcon. « On m'a dit que je vous trouverais ici, fit-elle. » Elle s'avança. « Comment vous vous sentez? »« Ah, mieux. Si ce n'était pas de cette dinde d'infirmière qui me suit partout comme si j'avais 6 ans, ce serait la grande forme. » Ombre s'étouffa de rire, content de voir que son supérieur commençait à retrouver son humeur habituelle. Gall plia les documents qu'il avait dans les mains et les glissa sur le côté de son siège pour s'en débarrasser. « La semaine prochaine, je serai bon pour revenir au boulot et je lancerai les recherches sur Léocor et votre frère. Ne bousculez pas les choses. Vous avez encore une pente à remonter, commissaire. » Il acquiesça. « Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui a bien pu lui venir à l'esprit, souffla-t-il. »« Je n'en sais rien, mon petit Ombre. Elle devait avoir une bonne raison de penser que c'était la bonne chose à faire. » « Il n'y a pas de raison qui justifie cela. » Il eut un silence. Gall ne se retourna pas, mais pouvait tout de même sentir le désaccord de l'analyste. Ombre hocha la tête. « Vous avez peut-être raison, dit-elle d'un ton qui déclarait forfait. » Le commissaire sourcilla. Il s'attendait assurément à plus de résistance de sa part. « Vous avez une idée à l'endroit où il aurait pu aller? Le magistrat veut absolument que nous le coincions d'ici la fin du mois prochain. » « Non, aucune. » Gall pivota vers elle et laissa planer un long regard dans ses yeux.
Ambre, ai-je raison de m'inquiéter? Elle ravala sa salive. Je ne suis pas compromise, si c'est ce que vous me demandez. Et l'enquête interne de Van Erkel vous dira la même chose. Vous avez pourtant fait fuiter Vimer. C'était différent. Les genoux de l'analyste tremblotèrent. Gal était le seul à posséder cette information. Elle ne pouvait pas vraiment faire autre chose que de prier pour qu'il n'utilise pas à mauvais escient dans le futur. Le commissaire baissa les yeux et soupira longuement. Il tombait de fatigue, c'était évident. « Vous voulez que je vous ramène à votre chambre ?» demanda Ambre. « Bon, très bien. Mais dépêchons-nous avant que Miss Cascouille ne revienne me les briser. » Ambre acquiesça et prit les commandes du fauteuil avant de faire demi-tour pour entrer dans le bâtiment. Elle reconduisit le commissaire jusqu'à la chambre commune qu'il occupait avec une dizaine d'autres patients, puis le salua avant de retracer ses pas jusqu'à l'entrée. Elle descendit les marches, se disant que tout finirait bien par rentrer dans l'ordre, que Gal reviendrait à son poste, que l'enquête interne qui pesait sur elle disparaîtrait d'elle-même, et qu'elle pourrait arrêter de penser à son frère. À chaque moment qui passait depuis son départ, il accaparait son esprit. Elle était tourmentée à l'idée qu'elle se lève un jour pour apprendre que Kiridon avait été arrêté ou tué à Longgrass. Elle savait qu'elle ne pouvait supporter la perte de la dernière famille qui lui restait. Elle descendit la grande allée, au gré du vent doux qui soufflait sur ses cheveux. Ses yeux dévièrent avec appétit sur les kiosques de nourriture qui venaient de marquer leurs ouvertures le long du canal. Elle s'y arrêta, même pour acheter un thé, servi avec un sourire, dans un large gobelet en papier. Ambre remercia la tenancière du kiosque et reprit la route vers chez elle, empruntant le chemin le plus panoramique qu'elle connaissait, lui donnant le loisir de réfléchir un peu et d'apprécier le climat. Il n'y avait pas plus beau lever de soleil que celui qui se reflétait sur l'eau, encore légèrement gelée du canal, pensa-t-elle. Alors qu'elle descendait les escaliers qui l'amenaient au bord de l'arrivée, s'approchant de la glace, son regard se perdit dans l'immense miroir qu'elle avait devant elle. Ambre resta immobile, ainsi pendant plusieurs minutes, obnubilée par son reflet. Elle aurait aimé que ce moment paisible puisse être annonciateur d'un dénouement plus gai, où tous ses problèmes s'envoleraient comme la neige s'étant envolée des rues. Elle aurait voulu que son frère apparaisse derrière elle, qu'il vienne la surprendre, puis partager ce moment avec elle. Elle aurait donné tellement, ne serait-ce que pour entendre à nouveau les remarques caustiques de son frangin, pour voir sa fougue à l'œuvre. Au centre de l'arrivée, où l'eau circulait librement, Ambre aperçut un morceau de tissu porté par le courant. Sa couleur ne faisait pas de doute. C'était l'un des foulards que portaient les membres de la Mangouste en guise d'uniforme. Elle le regarda se faire aspirer par le mouvement de l'eau, en direction du soleil lointain, incapable d'échapper à la force de nature qui le portait. Un peu comme la conclusion des péripéties qu'elle avait vécues dans les derniers mois, car au fond, malgré toutes les issues qu'elle pouvait s'imaginer, peut-être que cette histoire n'avait eu qu'une seule fin possible depuis le tout début. Une série d'événements qui, comme avalanche de dominos, l'avaient menée à cet endroit, à ce moment précis dans le temps. Peut-être que les choses n'étaient pas aussi aléatoires qu'elle aimait se le figurer, et que pour une fois, elle avait envie, elle aussi, de s'abandonner à cette force invisible qui organisait le monde. Peut-être que seulement maintenant, elle avait envie de placer sa confiance en la magie.